Bon, je me présente parce que personne ne me présente. Donc merci aux associations de m'avoir invité. Donc je suis pédopsychiatre depuis 35 ans, figurez-vous, donc j'ai vu des choses évoluer. Et j'avoue que ce matin je me suis régalé. Malheureusement je n'ai pas vu tout ce qui a été fait parce que je suis arrivé un peu en retard. Mais j'ai eu une impression un peu bizarre quand je suis arrivé là, une bonne impression bizarre, que j'ai pris l'avion ce matin. J'ai un timer, moi le handicap je connais bien, j'ai une dyspraxie grave et un déficit d'attention. Je sais très bien ce que c'est que les difficultés à l'école. Il faut que je mette un timer pour ne pas déborder sur mon copain d'après, c'est-à-dire Jean-François Laurent. Non mais je suis arrivé, j'ai pris l'avion ce matin dans des conditions graves, c'était de la neige à Lyon, enfin bref. Je suis venu quand même à 5h30 pour être là avec vous. J'arrive ici, belle ville, je trouve ce coin où il est nulle part. Les taxis tournent un peu pour me poser. Et j'arrive, je m'installe au premier rang, et en 10 minutes, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit étrangement familier. C'est-à-dire qu'on parlait absolument tous de la même chose. Et que tout ce qui a été dit avant moi, dans les questions, et bien entendu par Hugo, qui était assez remarquable dans ce qu'il a raconté, j'avais l'impression, vous avez l'impression qu'on arrive quand on arrive dans un autre pays, qu'on se retrouve à New York et puis qu'on rentre dans une boulangerie française. Une espèce de parfum familier qui nous donne l'impression qu'on est bien. Donc on est bien, on va continuer à être bien, et le débat va se poursuivre avec Jean-François Laurent. Donc pédopsychiatre depuis 35 ans, et la spécificité c'est que je dirige un service de neuropsychiatrie de l'enfant qui est centré sur les troubles d'apprentissage. Et parmi les troubles d'apprentissage, c'est centré sur les enfants à haut potentiel et hyperactifs. Et la phobie scolaire, je la connais depuis le début, depuis il y a 35 ans. Le harcèlement scolaire aussi, je vous raconterai, mais moi aussi j'ai été harcelé pas mal quand j'étais pas en primaire mais au secondaire. Donc je sais de quoi on parle et je vais essayer de vous faire des liens entre haut potentiel, refus scolaire anxieux et puis d'une manière générale les difficultés que peuvent rencontrer tous les enfants dont on a parlé ce matin, donc des enfants à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers pour éviter que leur parcours scolaire soit quelque chose de trop difficile ou trop douloureux. Alors on a vu ce matin les professionnels du décalage. C'est-à-dire que ce qui a été évoqué aussi bien par Hugo que par Jean-Baptiste, et ce sera aussi par Jean-François. Et finalement, on est tous en ligne pour marcher au même endroit, ce que j'ai appelé la marche des empereurs, en hommage au livre de Hugo, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver la bonne route, le bon endroit. Alors, j'étais pas là pour Jean-Baptiste, mais j'avais des feuilles de pont que m'a fait Jean-François. Il est où Jean-Baptiste? Il est là. Donc là, tu as dit des trucs comme, très brillants, comme tu dis d'habitude, sur tes vidéos, et j'ai eu la chance de t'entendre. J'aime bien le terme de neurodiversité plutôt que neuroatypie, parce que d'ailleurs tout le monde est différent, tous les enfants sont différents. Et on est tous avec un équipement particulier, un environnement qui a fait de notre équipement neurobiologique une personnalité particulière. Et puis, tu vas dire un autre truc où tu aurais dit, à moins que je ne suis pas arrivé à le relire ce qu'a écrit Jean-François, mais tu aurais dit à la phobie scolaire et la conséquence d'un système scolaire malade. Tu l'as vraiment dit? Tu l'as pensé? Ça peut s'approcher de ça. Ça peut s'approcher de ça. Et honnêtement, c'est comme ça qu'a terminé tout à l'heure Hugo. Ouais. Il y a un vrai problème. Mais à 100%, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je vais vous donner une autre métaphore, et je parle beaucoup avec les enfants en général, les enfants à haut potentiel en particulier par des métaphores. Mais vous prenez une voiture maintenant, au XXIe siècle, et une voiture il y a 100 ans, elle ne se ressemble pas. Vous rentrez dans une salle de classe maintenant, et une salle de classe il y a 100 ans, c'est la même, avec un acteur principal, qui est debout, qui a un programme qui n'a pas beaucoup changé, et puis des spectateurs qui écoutent et qui ne sont pas du tout acteurs, alors que dans leur vie quotidienne, dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont acteurs, y compris sur Fortnite et sur ce jeu. Donc il y a un vrai décalage. Il va falloir qu'on avance et vous verrez que ça sera une de mes conclusions. Alors, Hugo racontait son histoire. Moi j'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle Même pas grave, l'échec scolaire ça se soigne, parce que je suis un grand fan de la psychologie positive. Non, mais j'ai été en échec scolaire jusqu'au bac. Et il racontait une période difficile de sa vie. Et ce qui est intéressant, je vais interroger les premiers rangs. Il a dit que c'était quand la période difficile de sa vie? C'était entre quel âge et quel âge? 15-30. Il y a un psychiatre qui a écrit un bouquin récemment et qui m'a ouvert les yeux, qui
s'appelle la fragilité psychique des jeunes adultes, hein, des 15-30 ans. Il se passe quelque chose au XXIe siècle, et c'est vraiment le premier message clé, il se passe quelque chose au XXIe siècle qui fait que les 15-30 ans, malgré leur côté branché, malgré le fait qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, malgré le fait qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux, eh bien, ils sont en difficulté. Et ils sont en difficulté bien plus qu'on l'imagine. Parce que la plupart d'entre eux, comme ils disent, ils font genre, ils ne le montrent pas, pour différentes raisons. Et plus ils sont intelligents, plus ils sont en difficulté. C'est ça dont on va parler. Plus ils sont intelligents, plus ils ont cette lucidité qui leur permet aussi d'avoir un regard trop juste sur la vie, sur l'avenir, sur tout ce qui les entoure. Donc Hugo, il prenait pour une école alternative, hein, il a tout à fait raison, on y va. Hein. Et quand j'ai entendu dire, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un d'autre le dire que ce que je pensais, que de partout on voit pousser des écoles alternatives et qu'à un moment donné, il n'y a plus que ça. Ou alors l'éducation nationale va prendre le chemin et va suivre. Et j'espère que grâce à ce qu'on est en train de faire là, on va faire avancer les choses. Et ça, c'est ma punchline préférée. Quand on voit ce type qui était autiste, un bavé qui ne parlait pas, et qui est capable de parler comme il parle actuellement, eh bien, on ne peut que se dire, eh bien, oui, c'est ça. C'est ce que je dis aux parents, un diagnostic, c'est pas un destin. Et même si on fait un diagnostic à l'âge de 4 ans de dysphasie, à 7 ans de dyslexie ou de déficience intellectuelle, on n'est pas en train de dire sa vie est foutue. Un diagnostic n'est pas un destin, c'est ce que l'environnement va faire de ce diagnostic, à condition de le faire le plus précocement possible, de s'en emparer et puis d'apporter les réponses les plus adaptées. Et à ce moment-là, c'est l'enfant et c'est la famille qui va choisir sa destinée. Je vous conseille de lire ce bouquin aussi qui m'a beaucoup aidé, Disruption. On est en pleine disruption. Et on n'est pas en train de dire, comme on disait il y a 50 ans, c'était mieux avant, ou il y a 100 ans, c'était mieux avant. Non, il s'est passé un truc là, dans les 30 dernières années, qui fait qu'il faut être disruptif. Il faut que les choses changent. Il ne faut pas s'arc-bouter sur les positions qui étaient nos positions du siècle dernier. Et malheureusement, c'est souvent le cas, même si l'éducation nationale est là. J'entends bien ce qu'a dit une des enseignantes ce matin, l'éducation nationale fait d'énormes efforts. Depuis la loi de 2005, il y a un vrai changement. Moi qui suis parti au Canada en 95, parce que je trouvais qu'on n'avançait pas en France, honnêtement, il y a une avancée avec l'école qui est incroyable. Certains d'entre vous étaient peut-être à la Sorbonne avec nous, oui, parce que l'association, puisque là, il était à la Sorbonne au mois de mars. On a travaillé pendant 6 mois sur un vadémécum à distribuer toutes les écoles pour créer un petit livre, un petit livret à l'intention des enseignants pour expliquer ce que c'est qu'un enfant au potentiel. Donc la même chose pour les enfants 10, pour les enfants fédéraux. Donc ça bouge, il était temps, parce qu'on est en pleine disruption. On ne peut plus fonctionner dans les institutions comme on fonctionnait au siècle dernier. On ne peut plus fonctionner dans les familles comme on fonctionnait au siècle dernier. Les choses ont vraiment changé. Je vais vous donner une autre métaphore incroyable. Certains, vous êtes jeunes pour la plupart, mais certains d'entre vous sont de ma génération. Je ne sais pas si tu te souviens, plus jeune que moi, je pense, mais ouais, un peu. 2 ans. Ouais, 2 ans. Mais tu te souviens qu'on a vu, on est tous sortis dehors en 69, je crois, pour voir la Lune, et en même temps, il y a des mecs qui sont en train de marcher sur la Lune. Si on nous avait dit à l'époque, au XXIe siècle, on ira sur Mars, mais ce n'est pas la NASA, c'est le privé. Et vous savez que c'est ça. La NASA disruptée. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus au niveau. Ils se sont arc-boutés sur leur position, comme les hôpitaux publics s'arc-boutent sur leur position, comme des vieux pays s'arc-boutent sur leur position. Je suis tombé sur un chauffeur Uber extraordinaire, qui m'a demandé où j'allais, je lui ai expliqué, etc. Il me dit, ouais, moi je fais ça le week-end, sinon je suis ingénieur. Et c'est intéressant ce que vous faites, il me dit. Je trouve ça sympa, le mec qui me parle. Et il me dit, en Europe, on n'a rien compris. Parce que je lui disais, Uber, c'est magnifique. Il dit, oui, et c'est les Américains qui pouvaient inventer ça. Il fallait une créativité et une capacité de disruption, c'est-à-dire de se dire que les choses ont changé et qu'il faut créer d'autres choses, comme le disait Hugo ce matin aussi, que plein de boulot de nos enfants n'existe pas pour l'instant. Et que le système anglo-saxon est disruptif, pas le système français qui s'arc-boute sur des choses du siècle dernier. Et l'école, c'est comme ça. Et on doit changer, on doit évoluer, on doit proposer à nos enfants d'autres systèmes. Sinon, eh bien, on se sclérose. Le chauffeur, il avait une métaphore incroyable. Je donne son nom, si vous le connaissez, il s'appelle Georges, il est juste incroyable. Il a un accent, je ne sais pas d'où il vient, mais il s'appelle Georges, bon bref. Mais il m'a dit un truc, il m'a dit, en France, on ne bouge pas parce qu'on est tellement sûr de nous, content de nous, content de notre école, content de nos hôpitaux. Et il me dit, c'est comme si on a un très très beau jardin et qu'on ne l'entretient pas.
C'est magnifique comme image. Et ça serait une très belle image pour la prochaine conférence. On doit faire évoluer les choses comme elles évoluent. Donc, vous avez compris qu'on parle tous le même langage, hein, qu'on soit enseignant, qu'on soit médecin, qu'on soit éducateur, qu'on soit parent. Et moi, si je vous parle de ça, c'est que si j'ai fait cette spécialité, c'est quand même long après le psychiatre. Hein. D'abord médecin, il y a 8 ans, après la pédiatrie, la psychiatrie, la psychiatrie d'enfants. Donc ça fait entre 12 et 14 ans. C'est que j'ai eu un début difficile. Moi, j'étais hyperactif, mais à une époque où les enfants hyperactifs, on ne les supportait pas, mais j'étais attaché. Mais j'étais mignon à l'époque, j'avais un harnais et une laisse. Nos parents nous promenaient en laisse et ils nous emmenaient partout en laisse pour pas qu'on s'échappe. Mais on ne râlait pas, parce que la laisse, elle nous protégeait. Hein, et nos parents arrivaient dans des magasins, il y avait des chers, et d'ailleurs, j'ai écrit un boulet qui s'appelle On se calme. Je raconte cette histoire-là. J'ai été effectivement moi-même hyperactif et qu'il faut qu'on se calme, que la société se calme, et que même quand on est adulte, on reste hyperactif, ce qui nous permet, des gens comme Jean-François et moi, de bouger tout le temps. Hein, on ne peut pas rester assis derrière l'ordinateur, on a besoin de voir du monde. J'ai fait d'ailleurs un chapitre dans ce bouquin sur une meilleure amie qui est Michel Simès, qui est aussi un hyperactif, et que c'est grâce à son hyperactivité qu'il est devenu ce qu'il est. Donc ça peut être une chance énorme. Oui, j'étais gaucher, je suis toujours, mais à l'époque, quand on était gaucher, il fallait tremper la plume dans l'encrier. Et vous vous souvenez peut-être que l'encrier était à droite. Et que quand vous reveniez, déjà quand vous n'aviez pas raté, c'est pratique, vous n'avez pas raté l'encrier. Et que vous reveniez, la plume était déjà un peu cassée, des tâches en revenant, et avec votre main vous replaciez sur vos tâches, eh bien vous n'aviez pas les points nécessaires. Et pourtant, j'avais sauté la grande section LCP d'un coup parce que j'avais appris à lire tout seul en une section. Et donc, regardez, comme j'écris bien d'ailleurs, une de mes internes m'a dit à quel moment ça a dérapé. Je montrais ça à une conférence, elle avait le culot, disant un culot pas possible, hein, la génération. Je me dis à quel moment ça a dérapé, mais à l'époque je m'appliquais à fond. Et la maîtresse de CE1, j'avais quand même 5 ans, m'avait quand même marqué moins 1 point pour les vilaines tâches. Sauf que les vilaines tâches à l'époque, on nous mettait le cahier dans le dos et on faisait le tour, je me souviens de ça, de toutes les classes, pour montrer qu'on n'était pas soigné. C'est comme ça qu'on crée une vocation. Donc je vais vous parler des enfants au potentiel à l'école. Alors, c'est vrai que c'est des partenaires particuliers. Des partenaires particuliers qui ont quand même tendance, de moins en moins, à se regarder en chien de faïence. Voilà les brèves de consulte que j'ai. Un petit gars, ils sont très drôles, je vois que des enfants au potentiel toute la journée, c'est un régal. Elliot, à 11 ans, à 10 ans, il dit je m'en sors, doc, mais je suis obligé de dédiaboliser tous les lundis matins. C'est-à-dire que le dimanche soir, il a du mal à s'endormir et il faut qu'il se fasse un film pour que le lundi matin soit acceptable. Et puis Timéo, il dit ça à 12 ans. Il dit moi, je ne réponds pas. À quoi ça sert de répondre à une question dont on a déjà la réponse? Là, si on n'est pas dans la description, ils ont raison. Il faut maintenant que les profs, eh bien, ils fassent des quiz qui demandent aux enfants de leur poser des questions. Mais poser une question dont on sait que le prof connaît la réponse, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, on va parler, ça a déjà été évoqué ce matin aussi, ceux qui cumulent au potentiel, TDAH, etc. Quand un enfant vous dit, comme Ambre, l'école cumule tous les problèmes, et je trouve que c'est à la fois trop dur et trop facile, ça veut dire qu'il y a de la précocité, et il y a du dys, de la dyslexie, de la dyspraxie, du trouble d'attention, de l'Asperger, mais il y a autre chose qui fait qu'à l'école, ça devient très compliqué. Et puis il y a tous ces petits précoces qui sont très drôles, il y a un exemple qui me fait toujours reconnaître de rire, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, parce que je crois que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à Rennes. Mais, petit gosse, les yeux pétillants, donc on les reconnaît à la salle d'attente, ils ont encore le potentiel dans leur regard, et qui me dit avant de commencer, il va avoir 7 ou 8 ans, il dit attendez, avant de commencer, là, je vais vous poser une question, j'ai dit, franchement, à votre âge, c'est drôle déjà, franchement, entre nous, les compas, vous en servez souvent, vous? Je dis, non, et là, il me sort le 06 de sa maîtresse, il me met son numéro de téléphone, tu peux l'appeler. En fait, c'est pas la peine de m'enlever les points parce que je fais des trous dans le papier, parce qu'effectivement, quand on est dyspraxique, comme je suis, c'est-à-dire quand on est maladroit, on est incapable de découper, de tirer un trait, et bien entendu d'utiliser des contrats, des rapporteurs, des équerres, ça devrait être interdit. Alors les messages clés sont les suivants. D'abord, les enfants à haut potentiel peuvent échouer à l'école. Et ça, on est très loin du mythe du premier de la classe, il y a encore des enseignants. Mais on va pas lâcher la pierre parce que ni nous les médecins, ni les enseignants n'ont été briefés, on n'a jamais eu de cours sur le haut potentiel, ni de cours sur la
dysplasie, la dyspraxie, la dyslexie, etc. Deuxième message clé, que le haut potentiel, c'est piégeux, parce que ça masque les autres profils cognitifs. Et que quand vous avez un haut potentiel et une dyslexie, ou un haut potentiel et un déficit d'attention, ou un haut potentiel et une dysgraphie, qui est très fréquent, ou dyspraxie, une maladresse motrice, mais pendant très longtemps, vous allez trouver des stratégies pour que ça ne se voit pas, ni votre haut potentiel, qui a été abrasé par le trouble 10, ni le trouble 10. Donc vous passez pour un enfant moyen. On vous dit, peut mieux faire. Et puis vous y arrivez en primaire, vous y arrivez un peu au début du collège, et ça commence à chuter, 5e, 4e, 3e. Et je vois arriver surtout les filles au bord de la crise de nerfs, en 3e ou en seconde, où les parents l'amènent en disant elle est en train de chuter sur l'état scolaire alors qu'elle a toujours été brillante, ou bonne élève. Et malheureusement, les psys, ils ont un discours qui est assez stéréotypé, les psychiatres, c'est un échec scolaire nouveau, c'est un trouble psy. Un échec scolaire qui a toujours existé, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ce qui se tient, qu'il a été en échec depuis toujours, c'est qu'il est peut-être 10. S'il a réussi et qu'il chute, c'est qu'il a des problèmes, des TOC, une dépression qui rentre dans la schizophrénie, de la bipolarité. Si on ne fait pas un QI qui nous montre qu'il y a des hauts et des bas, eh bien on va avoir un faux diagnostic psy. Vous voyez le dégât que ça peut faire. Donc pensez-y, en particulier, surtout les professionnels qui sont là, mais les parents également, pensez-y quand vous êtes face à un enfant, surtout une fille, qui se met à avoir de moins bons résultats, alors que tout allait bien, avant de partir sur un trouble psy, partons déjà sur une évaluation cognitive. Et le QI, c'est la première chose à faire. Parce que les filles, c'est le troisième message clé, les filles internalisent leurs différences. Ça, c'est en Occident, de partout. En Amérique du Nord, en Angleterre, les pays anglo-saxons, les pays latins. Les filles font comme leur mère, qui ne dit rien, qui a plusieurs métiers, qui a son métier, qui a plein d'autres choses à faire, qui s'occupe de la maison. Et les filles ont pris l'habitude de ne jamais montrer ce qui ne va pas. Alors, là où le garçon externalise, dès qu'il a la moindre difficulté, l'enfant qui a un trouble d'attention, il bouge, le garçon qui bouge, le garçon qui est dyslexique, il fait du bruit pendant que tout le monde lit, l'enfant qui est dysplasique, il y a des stéréotypies bruyantes, l'enfant qui a un trouble spectre autistique, ça se manifeste, la fille, quand elle a la moindre différence, elle ne le montre pas, elle le garde à l'intérieur. Et on retarde encore plus le diagnostic, alors que le petit gars, il a été signalé par la psychologue scolaire et qu'on a pu intervenir à temps. Quatrièmement, et ça c'est une certitude, pardon, c'est une conviction, j'évite d'avoir des certitudes parce qu'en métier on n'a pas de certitude. La différence de beaucoup de confrères, en particulier de certains psychologues qui hantent les réseaux sociaux, je m'interdis à avoir des certitudes. Il faut avoir des convictions. Et je vais expliquer pourquoi on n'a pas de certitude, parce que nous les médecins, on a grandi avec des gens qui nous disaient, il y a des travaux scientifiques qui disent qu'il faut faire comme ça. Et là, actuellement, mais allez sur les réseaux sociaux, mais c'est hurler de rire, mais si ce n'était pas tragique. Il y a des psychologues qui n'ont jamais eu un enfant et qui vous disent il y a des travaux scientifiques qui disent que les enfants au potentiel n'ont pas de problème. Et c'est dramatique, c'est criminel. Alors que nous, on sait, les médecins, qu'il y avait des travaux scientifiques qui ont dit pendant 30 ans qu'il fallait coucher les enfants sur le ventre. Et moi, j'avais une intuition, j'avais une petite sœur qui avait 10 ans moins que moi. Et j'avais une petite sœur. Quand elle est née, ma mère a couché sur le ventre. Mes parents étaient médecins. Je leur ai dit, mais arrêtez, elle a couché sur le ventre. J'avais 10 ans, je dis, mais c'est une ânerie, c'est à risque. Est-ce qu'elle fera pas que ça? Les études scientifiques nord-américaines disent qu'il faut les mettre sur le ventre. Et moi, j'en étais malade. Et j'avais presque envie tous les soirs de la retourner, mais je ne peux pas le faire. Je ne faisais pas à l'époque j'étais attaché, je me rappelle. Je n'avais pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et puis un jour, il y a une nouvelle étude scientifique qui a dit, bah non, finalement, c'est ceux qui sont sur le ventre qui font des morts subites. Il faut les retourner. Et tout le temps, j'entends tout le temps ça, depuis 30 ans que je suis médecin, des études scientifiques qui disent, des guidelines, des préconisations, il faut faire comme ça. Et puis à un moment donné, on dit, il faut pas faire. Moi, je crois qu'en une chose, c'est mes convictions. Et les enfants qu'on m'a amenés il y a 20 ans ou il y a 30 ans, maintenant ils m'amènent leurs enfants, par précaution. Et ils me disent, vous me reconnaissez, il y en a un qui est venu l'autre jour à la journée des 10, il m'a dit, vous me reconnaissez, j'étais un de vos premiers patients. Je me rappelle qu'il s'était fait vendre par son chien à l'époque, donc il avait encore la cicatrice, j'ai dit, salut, je me rappelle ton prénom. Il dit, à quel âge? Il dit, j'ai 42 ans. Et il me dit, vous vous rappelez comme j'étais difficile? Il dit, vous vous rappelez que vous avez dit à mes parents, c'est le plus difficile des quatre, c'est celui avec lequel vous entendrez le mieux après. Vous avez raison, donc c'est sur moi que mes parents comptent maintenant. Donc ça, j'y crois.
des études scientifiques nord-américaines. C'est de la fumisterie, c'est faux, on sait comment c'est fait. Donc ce qui compte, c'est la vie des gens qui ont vu les enfants grandir et qui ont été capables, comme je le fais, d'analyser leurs erreurs. Parce que j'en vois aussi qui viennent voir en me disant, vous êtes planté. Quand on dit je me suis planté, c'est ce dossier-là que je vais voir et je vais comprendre pourquoi je me suis planté. Mais ça, au moins, c'est ça l'école de vie. Donc le haut potentiel est un facteur de risque, oui. C'est une chance, c'est une chance pour la majorité des enfants. Mais c'est un facteur de risque pour les raisons qu'on va voir ensemble. Et c'est un facteur de risque pour tout, mais c'est un facteur de risque particulièrement pour le refus scolaire anxieux. Et tous les enfants que je suis qui ont un refus scolaire anxieux, c'est des enfants à haut potentiel. Alors, il y a un vice de forme, puisque je vois pratiquement que ça. Mais ceux-là, pour les raisons qu'on va voir ensemble maintenant, ils sont quand même beaucoup plus à risque de rater l'école. Et mon dernier mot-clé, eh bien, c'est la phrase de Carl Rogers, c'est-à-dire que ce qu'un être humain est capable de faire, il doit pouvoir le faire. Sinon, je vois trop de parents qui me disent, mais moi, l'histoire que vous racontez de ma fille, c'est mon histoire. Et le fait de voir qu'elle ne réussit pas comme elle devrait réussir, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas pu faire les études que je voulais faire. C'est ce qu'on appelle, nous les spécialistes, des sous-réalisateurs. Et être un sous-réalisateur, c'est-à-dire de réaliser en dessous de ce qu'on peut être, de ce qu'on aurait dû être, c'est forcément quelque chose qui est blessant sur le plan narcissique. Alors les enfants au potentiel, première partie, il y a deux saisons dans l'intervention. Donc la saison 1, c'est les enfants au potentiel. Qui sont-ils vraiment? Qui sont-ils vraiment? Et là encore, je ne vais pas vous faire des chiffres scientifiques, je vais vous parler de ce que je vois, de la mise en perspective de ce que j'ai lu, Jean-Charles Terrassier, le premier, qui a écrit La précocité embarrassante, et puis de ce que j'ai appris au fil du temps, et ce que les patients m'ont appris. D'abord, ils sont ni mieux ni moins bien que les autres, ils sont différents. Et ils attendent qu'une chose, c'est que l'éducation nationale, les parents, les adultes, reconnaissent cette différence. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas moins bien. J'aime bien cette phrase d'Hemingway qui dit ça. Il n'y a rien de noble à être supérieur aux autres. La vraie noblesse, c'est d'être supérieur à ce qu'on était hier. Et que finalement, notre mission à tous, d'ailleurs que nos enfants, que nos patients, que nos élèves soient au potentiel ou pas, ce qu'on attend, notre attente, c'est d'arriver à les faire progresser, quel que soit leur niveau. J'ai quelques enfants qui sont déficients. Et je peux vous dire que quand, à la fin de la semaine de bilan dans mon service, je dis aux parents, non, il n'est pas multidisque comme les parents auraient aimé qu'il soit, mais il a une déficience globale. Surtout pas dire retard, parce que retard, ils imaginent qu'il va avoir récupération. Il y a une déficience globale, les parents s'effondrent. Mais quand je leur dis, on va lui trouver l'école où il sera bien. On le sort de l'école, on le mettait dans des conditions très difficiles, de toujours être en échec, on le met dans une école, un IME où il est bien, les parents disent, il a raison, il a trouvé le sourire, il sera certainement aussi heureux que les autres, à condition qu'on ait su adapter ce qu'on lui demandait à ses compétences. Des enfants différents, ça c'est pas nouveau, c'est pas une mode, mais au potentiel. Et beaucoup de nos détracteurs disent, oui, Jeanne Siofachin et vous, on a fait un phénomène de mode. Ça a toujours existé. Quelqu'un a écrit ça, voilà, des écoliers qui ne profitent pas de l'enseignement pour une raison paradoxale. Ils sont trop intelligents. C'est le mec qui a fait la première classification des premières évaluations, c'est Alfred Binet. Certains connaissent peut-être les thèses de Binet-Simon. Ils ne travaillent que par caprice, ils n'apprennent qu'au dernier moment. On leur en veut, on les punit, mais ils se font toujours pardonner quand vient le jour des grands concours. C'est pour eux qu'on doit faire des classes de surnom. 1911, Alfred Binet. Donc on n'est pas dans un phénomène de mode. La mode, c'est de savoir les repérer. La mode, c'est d'être capable de reconnaître que tous les enfants dans une famille, dans une école sont différents, ils ne sont pas tous pareils. Et qu'ils ont besoin qu'on s'ajuste à eux. Et qu'ils n'attendent pas que ce soit à eux de s'ajuster à l'école. Alors la majorité des enfants achetés à haut potentiel, très bien, c'est sûr. Et ceux-là, quoi qu'ils ne m'intéressent pas, ce n'est pas à moi, médecin, d'en occuper. On les voit, ils réussissent bien leurs études. Attention quand même, méfions-nous de ceux qui font genre, je vais bien, en particulier les filles, et qui ne vont pas si bien que ça. Mais pas tous. Et ceux qui, par contre, qui nous intéressent, c'est ceux qui, à un moment donné, ne peuvent plus aller à l'école, ou n'ont plus de copains, ou se mettent en difficulté scolaire. Alors là, c'est vrai qu'ils sont durs à définir. On a parlé de EIP pendant très longtemps, enfant intelligence précoce, de surdoué. En fait, la définition de Wiener, c'est la meilleure. C'est un enfant qui a un QI supérieur à 130, ok, mais le QI verbal, ou non verbal, pas le QI global. Il y en a plein qui ont un QI global qu'on ne peut même pas calculer. D'ailleurs, c'est interdit de calculer un QI global s'il y a plus de 15 points de différence entre le verbal et le non-verbal, par exemple. Donc le gamin, il a 140 de QI verbal, il a 100 de QI non-verbal, il est quand même un bon potentiel. Mais ils n'ont pas que ça, ils ont aussi la rage de maîtriser. Toute leur vie, ils vont la garder, y compris adultes.
Et dès que je ne maîtrise plus quelque chose, je prends l'eau, je risque de couler, je panique, et je ne sais pas comment faire, et le besoin de se débrouiller seul. Ces enfants que les parents m'amènent, et en me disant, docteur, surtout les aînés, c'est dur un aîné, hein, parce que l'aîné, c'est celui qui nous fabrique par an. Donc nos aînés, on a plus de mal à les élever que les suivants. Et si vous êtes aîné, vous avez plus de mal à être élevé que les suivants. Avant, j'étais parent, avant, j'étais adulte. Puis un jour, il y a un gamin qui arrive, je deviens parent. Et mes parents deviennent grands-parents. Et c'est lui qui nous fabrique comme ça, donc c'est lui qui essuie les flammes. Donc les aînés, quand les parents m'amènent un enfant de 2 ans en disant, docteur, on m'a élevé comme on a vu dans les livres de Pernou, et ça ne fait pas. Ça marche pas. Ça ne fait pas le même rendu. Hein. Et il nous pose plein de questions. Il ne veut pas aller se coucher. Il veut choisir ses vêtements. Il ne supporte pas les étiquettes. Il faut enlever les chaussettes qui grattent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un QI déjà. On va voir un QI, c'est à partir de 2 ans. Et si déjà on a un certain nombre d'éléments qui confirment que l'enfant est à haut potentiel, on dit aux parents, il n'a pas une maladie mentale. Et moi je passe mon temps à expliquer ça aux parents. Il n'a pas une maladie mentale. Mais on doit relire ses comportements à travers le prisme de son intelligence. Donc j'appelle ça un certain nombre de Kirikou. Kirikou est très malin, il veut tout faire, il est plein d'empathie, et même quand il arrive à débusquer la sorcière qui mettait à mal le village, Karaba, il va la voir, et la première chose qu'il fait, il n'attaque pas, il lui dit, mais pourquoi tu es méchant? Il veut comprendre. Donc il y a eu d'autres termes que EIP qui n'allaient pas, et donc les Américains disent gifted pour le don, gift, un don. Vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ce terme, le don. High ability, au potentiel, quand il pas au potentiel. Et puis nous, on a écrit ce livre, les philocognitifs, on l'a un peu écrit pour dire, après nos études sur l'IRM fonctionnel, vous en montrerez un petit bout, on a mis les enfants dans l'IRM, et une IRM fonctionnelle. On leur a fait faire un petit exercice, et puis on a comparé qu'est-ce qu'ils éclairaient dans leur cerveau, et à quelle vitesse ils l'éclairaient, versus les enfants standards. Et on s'est rendu compte que ce qu'on disait depuis longtemps, ce que Jeanne Chopagin et moi, on avait décrit pendant longtemps, en disant cette pensée qui va très vite en arborescence, la fulgurance, c'était vrai. C'était vrai, ça s'appuyait sur un réseau. Ils sont déjà à 5G depuis longtemps, et puis ils éclairent tout à la fois. Comme ça, ils sont sûrs que ça va leur ramener quelque chose. Donc, ils éclairent, la même question qu'on leur pose, là où l'enfant standard va allumer uniquement la région de la mémoire à long terme, eux, ils éclairent tout, les régions occipitales qui leur donnent une image, les régions de l'olfaction, de l'audition qui leur rapportent des sensations. Tout à l'heure, Hugo parlait de synesthésie, c'est ça, ils mélangent différents sens. Qui était Christophe Colomb, ils voient tout, ils entendent la musique d'un film, l'odeur qu'ils ont sentie en Amérique, ils disent à découvrir l'Amérique, ils ne savent pas comment il a découvert l'Amérique. Mais ils savent pas comment ils ont fait pour trouver qu'il a découvert l'Amérique, mais ils savent qu'il a découvert l'Amérique parce qu'ils ont tout éclairé. Donc, au potentiel, HP. HP, c'est pas très joli comme terme. Ça fait penser un peu à l'hôpital psychiatrique, ça fait tout penser à Harry Potter, qui est quand même le modèle de l'enfant au potentiel. Malheureux, harcelé, pendant qu'il était chez les Moldus, que ce soit harcelé par les enfants et par les adultes. Il a commencé à être bien quand il est arrivé à Poudlard. Et l'école dont parlait Hugo ce matin, c'est ça. L'école inclusive, c'est Poudlard. C'est une école où on accepte tout le monde, avec sa différence. Et chacun a ses dons, a ses propres dons. Mais simplement, il faut les reconnaître. Et la route pour aller à l'école inclusive, elle n'est pas facile. C'est pas le quai numéro 9, c'est pas le quai numéro 10. Il a du mal à trouver le quai 9 3 quarts. Mais une fois qu'il est arrivé, il était bien. Une autre mission à nous, avec nos amis de l'éducation nationale, à Lyon, on a la chance de travailler main dans la main avec les inspecteurs d'académie. C'est juste un bonheur. Le groupe sur les enfants précoces, il date il y a 20 ans. Depuis 20 ans, on se réunit régulièrement avec les inspecteurs et on voit comment il faut faire. Et pareil pour les enfants précoces. Alors, je vous ai dit que la majorité d'enfants à haut potentiel, elle est bien, elle est même très bien. Et ils poussent comme des champignons. Très tôt, on s'en rend compte. Ils ont une précocité de tout. Du regard d'abord, ensuite de la marche, ils poussent sur leurs jambes à 8 mois et ils partent du langage et de la lecture. Le regard. Si vous avez des enfants au potentiel à la maison, vous savez, ils nous frappent. Dès la naissance, ils nous fixent. C'est-à-dire que vous regardez votre bébé à la naissance, vous bougez la tête qui vous suit. S'il ne le fait pas au début du 2e mois, il faut vite aller voir bébé vision parce qu'il y a peut-être un problème de vision. Mais c'est normal qu'au cours du 1er mois, des enfants ne nous voient pas ou font comme s'ils nous voyaient mal. Le nombre de parents d'enfants potentiels qui me disent, mais dès la naissance, elle me fixait. Elle me scrutait. Avec même parfois des projections inquiétantes. J'ai l'impression qu'elle me reprochait des trucs. Enfin, comme je suis encore un peu psychiatre, quand on me dit ça, je fais le psychiatre. Je ferme les yeux. Vous reprochez des trucs.
Oui, oui, j'ai l'impression qu'elle m'en voulait. Quoi? Elle me lâche. Elle ressemblait tellement à ma belle-mère. J'avais compris que, par rapport à quelque chose de normal, de développement normal, d'enfant potentiel, eh bien, on avait fait déjà une projection qui allait pouvoir compliquer les choses. Donc le regard, la fixation du regard du bébé, c'est terrible. S'il ne fixe pas, ça veut dire qu'il n'est pas au potentiel. Mais s'il fixe, ça veut dire qu'il est déjà vraiment bien connecté. Le tonus, ils tiennent bien leur tête, ils tiennent bien leur dos, donc ils tiennent assis plutôt. Normalement, on est assis en tripode, c'est-à-dire les mains devant, les jambes écartées à 8 mois. Et bien eux, dès 6 mois, ils sont assis, ils bougent la tête, ils s'explorent déjà, et puis ils pointent, ils veulent montrer tout ça. Et bien tout ça, c'est bien. Et finalement, ça permet de rentrer en relation plus tôt avec les parents. Ça permet de scruter plus tôt comment va le premier caregiver. Ça peut être la nounou, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être la grand-mère qui est à la maison. C'est pas une maladie, ça, de comprendre tout ça. Mais figurez-vous, ça peut rendre malade. Ça peut rendre malade si ce qu'on aperçoit chez l'autre ne nous rassure pas. Si ce qu'on aperçoit chez l'autre nous inquiète. Il y a une expérience que je vais vous montrer qui est terrible, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le still face. C'est Brad Elton, qui est un pédiatre américain, qui est devenu psychanalyste, qui a développé cette expérience-là, et qui dit à un moment donné à une maman, qui joue d'ailleurs la petite fille précoce, ceux que nous entendons précoce, vous allez la reconnaître. Elle joue très tôt, elle pointe trop tôt, on pointe à 8-9 mois, elle pointe à 6 mois, elle sourit, etc. Et il va dire à la maman, arrêtez de jouer avec elle, tournez-vous et revenez avec still face, avec un visage impassible, qui est le visage de la dépression. Et imaginez, et vous allez voir ce qui se passe chez un bébé dont les connexions sont tellement bonnes qu'il est capable de repérer très tôt qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez la première personne qui s'occupe de lui, encore une fois, sa nounou, sa maman ou sa grand-mère, et que ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, vous allez voir, la première partie, tout se passe bien. Alors là, du coup, on n'a plus de son. Je vais peut-être que j'ai trop baissé. The activity and the social interaction that they get from the world around them. In the still face, what the mother did was she sits down and she's playing with the baby who's parfait. a year of On age. avance. Tout va bien. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world. Il y a le point de faire partager son intérêt. Que font pas les autistes. They're working to coordinate their emotions. Coordination des émotions parfaites avec sa mère. In the world. And that's really what the baby is used to. And then we Et l'expérience terrible to not respond to the revient avec baby. un visage impassible. Et là, The baby allô Houston, il y a un problème. Et là, ce bébé hyper bien connecté, cortiqué, va tout faire very quickly pour picks essayer de up. la réanimer. And then she uses all of her Et elle va refaire tout ce qui marchait to auparavant. try and get the mother back. She smiles at the mother. Le sourire répond, ça ne marche plus. She points. Le pointage, ça marche The plus. mother looking at her, she points. Et là, ça commence vraiment à paniquer. The baby puts both hands up in front of her and says, La mère, je sais pas comment elle tient. I think that. D'ailleurs, vous allez voir she que le mère, il makes craque. that screechy sound. Elle y croit encore, la petite fille. Like, come on, why aren't we? Elle se replie à un moment donné, vous avez vu, replie autistique, à un moment donné, je me replie dans mes... minutes when they don't get the normal reaction. They react. with Elle a vu qu'il y avait une negative caméra emotions. demande de l'aide, They feel the stress. They actually lose control of Et their là, elle va posture s'effondrer. because of the stress that they're Si maman experiencing. va craquer. En 2 minutes. Hein. Et là, ça l'arrête pas. Tout de suite. Mais ça l'arrête pas parce que c'était juste transitoire. Mais si ça durait des heures, ou si, de la même façon, de temps en temps la maman est bien, de temps en temps elle n'est pas bien, ou la nounou est bien, elle n'est pas bien, elle lui renvoie des messages paradoxaux qui sont extrêmement difficiles à faire. Donc quand on lit comment c'est compliqué, je sais pas, vous allez dire que moi j'ai 4 enfants, je leur ai fait tous pour voir, ça marche. Ils ont tous fait 10 ans de psychanalyse derrière. L'idée c'est de faire avancer la science. Alors la deuxième chose, c'est l'accès au langage. Le nombre de parents qui me disent mais elle a parlé plus tôt que d'autres. Non, finalement on n'a pas parlé plus tôt. Le docteur, quand elle a parlé, elle avait la fluidité, la syntaxe. Et beaucoup de parents d'enfants au potentiel, plutôt de filles, me disent ça.
en fait, c'est encore une des caractéristiques d'enfant au potentiel, c'est j'attendrai de maîtriser la fonction, la rage de maîtriser, pour pouvoir me lâcher. Je marcherai quand je pourrai courir. Je parlerai quand je ne parlerai plus de vie. Sauf que toute leur vie, ces étapes-là, normales du développement, vont leur manquer. Et que beaucoup de travail en psychomotricité passe par le besoin de repasser par le quatre pattes et de reprendre les choses les unes après les autres. Parce que la méthode, cette démarche step by step, ils ne l'ont pas apprise. Et on s'en est contenté. Et en envoyant tout le bazar quand la maîtresse posait des questions au primaire, qui ramène la réponse immédiatement, et j'ai 10 sur 10, ça me suffit. Donc je n'ai pas besoin de savoir comment il fallait faire pour trouver la réponse. Et lorsque, en 6e, je fais pareil, elle me pose une question en maths, et la réponse vient tout de suite parce que je fais des liens, on verra, analogiques, et qu'elle me met la moitié des points parce que je n'ai pas enlevé les parenthèses, eh bien, c'est une injustice, et c'est le début du contentieux avec l'école. Donc le langage, très tôt dans sa forme, et dans sa qualité aussi. Et on a fait une étude il y a 3 ans qui est extrêmement intéressante. On s'est intéressé à la pragmatique du langage, c'est-à-dire le sens du langage. Et au début, on l'a fait pour les enfants autistes, et on avait dit il est probable qu'un des problèmes de l'enfant autiste, c'est de ne pas comprendre le 2e degré, c'est-à-dire la métaphore et l'ironie, ce qui les met en décalage. Les Asperger ont beaucoup de mal, sauf les très intelligents, parce qu'on a appris à apprendre, et on a appris l'ironie. Alors regardez ce qu'on dit, hein, la métaphore, on l'acquiert à 8 ans, et l'ironie à 10 ans. Donc j'avais fait des petits tests d'ironie et de métaphore qu'on a fait passer à des enfants Asperger. Et 100% des Asperger se plantaient, avec un très bon QI pourtant, à ces épreuves-là. Et je me suis dit, il y a 3 ans, tiens, je vais reprendre mon test, et je vais le faire à des enfants au potentiel. Parce que j'avais émis l'hypothèse que peut-être que eux, ils étaient en avance pour comprendre la métaphore et l'ironie, ce qui allait forcément les mettre en décalage avec les enfants normaux. Et donc, on a fait ça, 140 enfants témoins, normaux, standards, 40 enfants au potentiel, on leur fait des tests, alors ils sont très simples, les tests, hein, vous voyez, dans sa chambre, Paul laisse ses affaires partout, ce matin, sa maman est rentrée dans sa chambre et lui a dit, Paul, ta chambre est une vraie porcherie. Qu'est-ce que maman a voulu dire? Est-ce que réponse A, il a rangé sa chambre, réponse B, il n'a pas rangé, réponse C, il élève des cochons dans sa chambre, réponse D, je ne sais pas. 100% des enfants autistes ou disent, elle a voulu dire, il élève des cochons dans sa chambre, puisqu'elle lui dit que sa chambre est une porcherie. Il n'y a pas à tortiller. Et pareil pour l'ironie. La chambre fait le vrai bazar, sa maman lui dit, bravo Paul, ta chambre est bien rangée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'il n'a pas passé le devoir, qu'il a rangé sa chambre, qu'il ne l'a pas rangée, je ne sais pas. 100% des autistes vont lui dire, elle pense qu'il a bien rangé sa chambre, puisqu'elle lui dit, bravo Paul, ta chambre est bien rangée. Eh bien, on a fait la même étude, et les chiffres sont imparables, et vous voyez que 100% des gamins de 7 ans, alors que l'ironie c'est à 10 ans, avaient déjà l'ironie. Et pareil pour la métaphore. Ça veut dire que quand ils arrivent à l'école, ils perçoivent le 2e degré, ce que les autres ne perçoivent pas. Ils utilisent le 2e degré, ce que les autres n'utilisent pas, ce qui est beaucoup plus compliqué pour eux, pour trouver leur place, et qui peut commencer à les stigmatiser et à les marginaliser très tôt. Donc manier le langage plutôt que les autres, c'est pas une maladie, mais ça permet d'argumenter. Et tous les parents d'enfants à haut potentiel savent que coucher un enfant à haut potentiel dès 2 ans, c'est impossible. D'abord, ils n'aiment pas aller se coucher parce qu'ils ne veulent pas arrêter de jouer, ils ne veulent pas arrêter d'apprendre, et puis surtout, on ne va pas se mentir, ils ne veulent pas arrêter de surveiller. Vous savez, que ceux qui ont lu un peu ce que j'écrivais, pour moi c'est des sentinelles, c'est-à-dire que leur extrême lucidité fait qu'ils se rendent compte des choses avant tout le monde, et si jamais ils ont senti que papa et maman, ils ne se parlaient pas de la même façon ce soir-là, je n'irai pas me coucher tant que je n'aurai pas vérifié s'ils vont bien tous les deux, si maman ne va pas imploser dans l'intervalle, et s'ils vont bien dormir au même endroit. Donc ça permet d'argumenter, et en tout cas, ils ne veulent pas aller se coucher. Et j'aime bien ce dessin de Kelvin et Hobbes. Hein, il dit je ne veux pas aller coucher, il hurle, etc. Et après, il vient de dire à son père, moi je suis encore branché sur l'horaire de Tokyo, parce qu'on était en vacances à Tokyo, et je n'ai pas encore eu le temps de me réadapter. Hein. Et si c'est l'aîné, et qu'à 5 ans, il vous dit non, papa, je veux aller coucher, pourquoi mon chéri? Parce que je suis encore à l'horaire d'été et mon rythme circadien ne s'est pas adapté. C'est l'aîné, vous ne savez pas. Alors le papa, il appelle sa femme. Et moi, chérie, ce qu'il dit petit, je ne comprends rien, c'est vous. Ils vont voir sur Wikipédia, ils regardent sur Google. Ah oui, il a raison, il est bon, ben d'accord, ben, va pas te coucher tout de suite, c'est mort. Un enfant
l'enfant, il faut le rassurer d'emblée. Alors tout ça, on l'a validé, hein, on a validé l'étude qu'on a faite avec Fanny Nussbaum et Dominique Sapet-Marinier. Donc Fanny est psychologue, Dominique Sapet est chercheur physicien. Et on a montré que la transmission de l'influx nerveux dans le cerveau et les zones qui sont sollicitées, ça c'est donc ça c'est les zones, donc c'est la substance grise, et quand on pose une question, ils éclairent plus de zones que l'enfant standard. Et ça, ce qui est en bleu, c'est la substance blanche, donc c'est le fil conducteur, c'est là où ils sont passés à 4G. Et vous voyez que dans chaque hémisphère, ils vont plus vite, et ça va plus vite entre deux hémisphères. C'est-à-dire que quand il y a une information qui est traitée par un hémisphère, par exemple la vision dans l'espace, eh bien ça passe beaucoup plus vite chez l'enfant à haut potentiel que chez l'enfant standard, mais plus de temps à trouver des solutions. Donc oui, la fulgurance elle existe, oui, l'arborescence de la pensée elle existe, et surtout elle est explicable par cette étude en IRM fonctionnelle. Alors, on ne va pas se mentir, ces enfants intelligents, ils ont un équipement cognitif, c'est-à-dire intellectuel qui est au-dessus de la norme, mais c'est des enfants qui sont quand même un peu compliqués. Et c'est ce côté compliqué qui va expliquer aussi, en partie, le refus scolaire anxieux. Et si on ne pose pas la question, ils ne nous le disent pas. Si Charlie Brown n'avait pas demandé à la petite fille qu'est-ce que tu fais dans la vie, il lui dire qu'est-ce que tu fais comme sport, comme activité, elle ne lui aurait rien répondu. Et là, on leur pose la question, et là je m'adresse aux psychothérapeutes d'enfants au potentiel, il faut toujours aller à la pêche de l'information. Et si vous envoyez votre enfant au potentiel chez un psychologue qui ne connaît pas le haut potentiel, il va lui parler de choses standards, très bien, mais il faut aller tout de suite à l'essentiel. Et là, elle lui répond tout de suite, rien, je poursuis des émotions, je trébuche dans des regards, je collectionne des cicatrices. Ce n'est pas ce qu'il lui demandait, mais c'est ce qu'elle avait envie qu'on lui demande. Et les enfants, les garçons, et surtout les filles à haut potentiel, ont envie qu'on leur parle directement de leur vie psychique, de leurs inquiétudes, de leurs sentiments d'injustice, de leur débordement par les émotions, par leurs intuitions, par tout ce qui fait leur différence, et qu'elles n'osent dire nulle part pour gêner personne. Donc ce profil psycho-affectif particulier, ils sont intéressés par tout, curieux, ils sont dans le contrôle et la maîtrise de tout, on l'a vu, et toute la vie, quand on est au potentiel, on veut maîtriser. Si à un moment donné on ne maîtrise plus, eh bien on risque de perdre pied et d'être pas bien, et de le montrer, d'être préoccupé. Et puis, quand les adolescents me disent « mais je ne peux plus rien apprendre », je dis « bah oui, je vais te montrer un truc ». Ils adorent cette image-là. Voilà, il y a ton cerveau, qu'est-ce que tu penses? Les questions que tu te poses sur le sens de la vie, sur la vie après la vie, sur papa et maman, sur la planète, sur l'avenir, sur l'insécurité, sur l'injustice dans le monde. Et puis il y a ce que tu dis. Et tu vois là, ça ne te rappelle rien ton cerveau là, alors c'est eux qui trouvent. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce soit eux qui trouvent. Ah, vous voulez dire que actuellement mon cerveau c'est comme mon disque dur quand il me dit il n'y a plus de mémoire. Et ou ma DS, et elle me dit tu peux sauvegarde impossible. Ben oui. Et qu'est-ce que tu fais quand ta DS, ta console te dit sauvegarde impossible? Ben, il faut que je dégage de l'espace. Ben ouais. Donc tu vas aller voir un adulte ressource, une psychologue, une infirmière scolaire, un adulte, peut-être un parent, un oncle, une grand-mère, mais tu pars, tu vis, tu dégages de l'espace psychique, et là tu vas pouvoir te mettre à pouvoir réemmagasiner des choses. Mais à un moment donné, il y a saturation dans leur façon de penser. Empathie. Je ne connais pas d'enfant au potentiel qui n'ait pas d'empathie. Et il y a des parents qui disent j'ai l'impression qu'il n'a pas d'empathie. C'est ceux qui ont le haut potentiel le plus homogène. Avec le haut potentiel très bon en verbal, en non-verbal. On a appelé dans notre cas les laminaires. Ben oui, ils ont pris l'habitude d'avoir une carapace. Et cette carapace, on va voir qu'elle est tellement bien faite qu'elle les étouffe. Et ceux-là, on y reviendra, ils ont des manifestations somatiques. Ils sont faciles, ils ne posent pas de problème. Ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre, ou ils ont de l'eczéma, ou ils ont de l'urticaire. Et ça, c'est des années qui m'ont appris ça. Et ça, si ceux-là, on ne va pas, au lieu de leur faire des IRM et se prendre la tête dedans, de mais pourquoi il a si mal à la tête, rien ne marche, aucun traitement ne marche, on ne s'est pas intéressé à leur haut potentiel et à ce qui se passait dans leur tête, eh bien, on va courir après, ils vont de médecin en médecin pour rien. L'empathie, ils l'ont tous. Et je les vois dans la salle d'attente, dans leurs yeux. Cette empathie-là, en pathos, je ressens ce que l'autre ressent. Et je ressens ce que la maîtresse ressent, je ressens si elle m'aime ou si elle m'aime pas, c'est ce qui explique qu'ils sont très prof-dépendants. Que des parents disent, mais pourquoi c'était la catastrophe en CE1 alors c'est super bien cette année? Pourquoi en 5e en maths il était très bon et très mauvais en maths en 4e? Interrogeons-nous sur l'empathie du prof à son égard et qu'est-ce que lui-même a ressenti de l'empathie de son prof. Et ils sont bien qu'avec des gens qui ont de l'empathie. Quand si vous l'envoyez chez un psy et qu'il ne veut pas y retourner, il ne faut pas qu'il y retourne. C'est qu'il a absolument senti qu'il n'était pas en sécurité avec cette personne-là,
parce qu'ils ne sont pas sur la même planète, ils ne sont pas sur la longueur d'onde. Une adolescente qui me dit il n'y a pas longtemps, Doc, je ne sais pas si vous êtes meilleur que les autres, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que vous êtes venu sur ma planète. Vous êtes venu sur ma planète. C'est-à-dire qu'il faut aller à leur rencontre. Et si on ne le fait pas, eh bien la consultation elle est ratée. Empathie, hypersensibilité. Rappelez-vous les chaussettes, les trucs qui grattent, ils l'ont tous cette hypersensibilité. Hein, c'est ce qu'ils me disent. Alors, population très loyale, quand j'ai un doute, eh bien, je leur envoie un petit SMS et j'envoie 10 SMS, j'ai 10 réponses, j'en envoie jamais 10, j'en envoie 5. Et Lilou, elle me répond ça. Je ne sais pas si c'est lié, mais la sensibilité un peu exacerbée, le fait d'être en décalage avec les autres, de tout compliquer, de ne pas comprendre beaucoup de choses, de trop réfléchir, tout est dit. Cette sensibilité-là, c'est très compliqué pour eux, et en particulier pour elles, ça les rapproche de... J'ai expliqué ça, un superbe blog, Les Tribulations du Petit Zèbre, d'Alexandre Areno. Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres, moi ça me déchire. L'enfant standard, eh bien, quand on lui dit en CM1, CM2, en 6e, t'es plus ma copine, je te déteste, etc., ça lui glisse dessus. L'enfant au potentiel est une flèche. Et moi je leur apprends à mettre en place cette carapace. Et il faut leur dire, si on n'a pas mis des mots dessus, ils n'entendent pas. Et moi je leur fabrique cette carapace pièce par pièce. Et ça c'est extrêmement important. Parce qu'à un moment donné, parfois aussi, il y a ceux qui donnent l'impression de ne pas avoir de sensibilité d'empathie, c'est quand ils ont mis trop de carapace. Et là, les émotions se transforment en sensations, mais en sensations internes, et ça devient douloureux. C'est une autre de mes idées fortes, c'est que si ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Le petit gars qui était hypersensible et qui a dit « j'en veux pas ces vêtements, ça gratte, j'en veux, il les envoie balader », eh bien, ok, on a entendu le message. La fille qui supporte toute la journée d'avoir des vêtements qui la grattent, d'avoir des questionnements anxieux qu'elle n'ose pas dire parce qu'elle ne veut pas inquiéter papa et maman, ça s'imprime. Et ça risque de ressurgir à un moment donné. Et c'est fallait. Moi j'étais étonné du nombre d'enfants au potentiel qui avaient mal à la tête. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir ma sœur, qui est arrivée un an après moi, qui est neurologue, qui, un jour je vais la voir, elle spécialise la céphalée des enfants. Et je lui dis, mais t'as pas remarqué que ceux qui viennent te voir pour des maux de tête, ils étaient souvent, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont pleins d'empathie. Elle me dit oui. On a fait faire une thèse à une fille, à Marie-Charlotte Capot, et on a fait cette thèse l'année dernière, et regardez, les migraines épisodiques, c'est 9%, 8%, 9% chez les enfants standards, et c'est plus de 40% d'enfants à haut potentiel qui ont des migraines. Et c'est ceux qui ont le QI le plus homogène. Et donc la migraine, c'est leur façon d'exprimer que ça bouillonne à l'intérieur et qu'il faut que ça sorte. Et vous pouvez les bourrer de la maline, vous pouvez les bourrer de tous les médicaments que vous voulez, tant qu'on n'a pas parlé de la précocité, qu'on ne les a pas aidés à parler de la précocité, la migraine, elle va perdurer. L'hyperesthésie, ça touche tout. Ça touche tous les sens. Ils sont hyper bons, ils utilisent beaucoup l'olfaction, les enfants. Ils sont très sensibles aux odeurs. Ça ne sert à rien pour le théorème de Thalès, l'olfaction. Donc à l'école, ça ne sert à rien. Mais surtout, j'ai découvert un autre truc, et là, depuis que j'ai découvert, il y a 3 ans, mais il n'y a pas une conférence où il n'y a pas des gens qui viennent me voir à part, non mais c'est moi, la misophonie. Le nombre de filles qui me disent, non mais vous avez raison, de ce genre de monde, il n'y a pas des choses qui t'agacent à la maison. Vous pensez à quoi? Je ne suis pas quand t'es à table avec mon frère, un mec quand je l'entends mastiquer, c'est complexe. Mais ce petit bruit, c'est insupportable. Et tu t'en as parlé? Mais non, il est tellement pénible. Mes parents bavent tellement avec lui que je ne veux pas en rajouter une couche, mais je vis avec ça et je l'entends ce truc, ou quand maman se lave les dents. Et j'ai honte d'avoir honte de ça. Et j'ai honte d'en parler. Jusqu'au jour où je dis que c'est normal. Ça s'appelle la misophonie. Et c'est typique des enfants au potentiel. Donc c'est pas grave. Vous voyez l'importance de décontaminer toutes les petites choses pour donner du sens. Et le credo des filles HP, ça j'ai découvert ça il y a 3 ans, donc c'est ça. Le credo des filles HP. Pourquoi elles ne se plaignent pas? Leur credo c'est never complain, never explain. Je ne me plains pas et je ne me justifie pas. Et ça, il faut que ça change. Et c'est à nous, les parents, c'est à nous les professionnels, les rééducateurs, les enseignants, c'est à nous d'aller repérer derrière ces petites filles modèles qui posent aucun problème ou qui ne s'autorisent pas à opposer parce qu'elles sentent qu'il y a trop de choses à faire et qu'en position de sentinelle, elles aimeraient tellement que tout aille bien qu'elles veulent plutôt réparer ce qui ne va pas. C'est pour ça que ça fait des bons profs, ça fait des bonnes infirmières, ça fait des bons psychologues, des bons médecins. L'empathie va être une force pour elles plus tard, un obstacle pour elles plus tôt. Mais leur credo c'est ça, il faut absolument que ça change. On fait un petit bout de film qui est magnifique. Ça fait un peu énorme, donc ce sera encore plus gros si on est à vous allez voir, attention, c'est émouvant. Le
credo des filles précoces. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls start believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. C'est notre mission à tous. Joli, hein, quand même, comme remarqué. Ça, c'est l'expérience qu'il a prouvée. Alors, bien entendu, pour l'instant, il n'y a pas d'études scientifiques, donc il y a encore des gens qui vont dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et honnêtement, je pense que toutes les personnes qui sont ici sont capables de reconnaître que ça, c'est une réalité. Hein, donc, fions-nous avant tout à notre expérience, au lieu d'aller raconter des âneries qui font beaucoup de mal à beaucoup de gens. Hypersensibilité, vision amplifiée de ce qui les entoure. C'est incroyable. Pareil, c'est Marie, une petite patiente, qui me renvoie un message en me disant « Là, j'ai oublié de vous dire un truc. » Ça, c'est vraiment le perfectionnisme des filles précoces. On ne voit pas le monde comme les autres. Tout est amplifié, exalté, un sentiment, une émotion. Tout est multiplié en puissance. Et je réponds « Bah oui. » Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux diagnostics psy. Combien de fois on m'amène des enfants en me disant « Elle est bipolaire. » Et d'ailleurs, elle est traitée pour bipolarité. Elle a eu un QI. Non, le psychiatre a dit qu'elle était bipolaire. Et pourquoi elle a dit ça? Parce qu'à un moment, elle s'emballe, et à un moment, elle s'effondre, puis elle s'emballe, et elle s'effondre. C'est de faire vite un QI. Et si elle a un QI au-dessus de 140, eh bien, avant de parler de bipolarité, on va lui parler de sa précocité, et on va voir comment, eh bien, ces montagnes russes émotionnelles, ces tempêtes émotionnelles qu'elle a à absorber au mieux qu'elle peut le faire, sont responsables de ces changements de comportement. Je leur donne cette métaphore-là. Tu vois des choses comme les autres les voient normales, toi tu les vois comme à travers un télescope. Tu grossis ce qu'on te dit, tu le vis mal, des petites choses qui n'ont pas d'importance. Et même parfois, tu vois des choses que les autres ne voient pas du tout, comme à travers un microscope. Tu ne vois pas des choses qui sont de l'infiniment petites, toi tu les vois. Je crois que la meilleure métaphore, c'est le film de Bruce Willis, Sixième Sens. Où le petit gars, il dit à Bruce Willis, qui est son pédopsychiatre, je vois des choses que les autres ne voient pas. Et ça, c'est très compliqué. C'est l'intuition des enfants à haut potentiel. Et alors, cet équipement cognitif et affectif est très performant, les rend hyper lucides, les rend hyper intenses. On l'a vu, l'ennui. Ils s'ennuient à l'école. L'indécision des filles à haut potentiel aussi. Elles sont incapables de choisir. C'est terrible quand elles sont bonnes de partout en terminale. Aller mettre sur Parcoursup, si je veux partir plutôt à faire une formation scientifique ou une formation littéraire, alors mon prof de philo me dit que si je ne fais pas hippocampe, c'est du gâchis, et que l'autre me dit si je ne fais pas vétérinaire, c'est du gâchis. Qu'est-ce que je vais faire? Souvent, c'est moi qui me dis de choisir. Vous feriez quoi de... Je vais dire ce qu'il faut que tu fasses. Alors, bien entendu, chaque fois, je dis, moi je pense qu'il faut que tu fasses vétérinaire, parce que vraiment, tu as toujours adoré les animaux. Oui, mais alors si vous me dites ça, et si après je regrette parce que je ne suis pas prof de... Je te dis, tu fais ça, point barre. Ouais, bon, c'est bon, chose raison, etc. Et 2-3 ans après, elle me dit raison. Et sur le moment, c'est très très dur pour elle de choisir. Alors, un équipement performant, c'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. Ça peut rendre malade. Et ça peut expliquer aussi certains comportements inadaptés qui vont passer, pour certains, pour des troubles du comportement psychiatrique. C'est-à-dire que l'hyperlucidité, je sais exactement comment je voudrais être, comment je voudrais que le monde soit, que mes parents soient, que la planète soit. J'idéalise tout. Donc je suis toujours en dessous de cette idéalisation. Donc je suis toujours frustré. Les sentiments de frustration est souvent responsable de colère. Et cette colère peut être très mal interprétée comme un enfant mal élevé ou un enfant qui a des problèmes psychiques. Quand je pose la question à un enfant au potentiel en lui disant « Tu as encore fait une colère par jour, tu m'as promis que tu n'en mettras pas »,
Je peux te poser une question, allez-y. Est-ce qu'après, tu n'étais pas en colère d'avoir été en colère? Mais oui, j'étais en colère d'avoir été en colère. Et ça signifie bien que ce n'était pas une colère gratuite de ce qu'on appelle un top trouble oppositionnel. C'est la colère de quelqu'un qui était malheureux de ne pas avoir pu réussir tout ce qu'il avait envie de faire. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont l'angoisse. Je ne connais pas d'enfants au potentiel qui ne se posent pas des questions sur la mort, sur l'isolement et sur l'absurdité de la vie. Alors la mort, bien sûr, la mort c'est inévitable. La mort c'est inévitable, c'est inexplicable. Et les adultes ne sont même pas capables de l'expliquer, donc c'est compliqué. J'aime bien cette phrase aussi, hein, qui dit à Snoopy, on va tous mourir un jour. Et Snoopy dit, mais tous les autres jours à vivre. C'est ce que je leur dis aux enfants. Quand ils me disent, mais on va mourir, docteur. Quand un gamin de 8 ans vous dit, docteur, comment vous pouvez être aussi souriant, optimiste? Je ne sais pas, moi, je suis d'une génération, les baby boomers, on est optimistes, parce qu'on est né juste après la guerre, nos parents nous avaient de la chance, vous pouvez manger à votre faim, etc. Donc on a grandi dans l'optimisme. Et que c'est pas ce qui se passe actuellement pour les 15-30 ans. Ils n'ont pas grandi dans l'optimisme, pas du tout. On leur a vendu plein d'autres trucs qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Et moi, je dis, bah oui, je suis optimiste parce que là, tu es en train de vivre. Et là, on est en train de passer un bon moment. Et pense plutôt à tous les moments où tu vis plutôt qu'au seul moment où tu vas arrêter de vivre. L'isolement, ça c'est à l'adolescence. À l'adolescence, ils sont jamais ravis. Ils sont jamais contents au niveau émotionnel. Il y a toujours un fossé dans la relation, il faudra être fusionnel avec les personnes qu'ils aiment. Ou alors, si ça va bien avec quelqu'un, ça c'est terrible la phrase que je veux dire après. Si ça va bien avec quelqu'un, les filles elles me disent, ça va trop bien, ça va pas durer. Qui est ça? Ou alors comme une adolescente l'autre jour qui me disait, ça va super bien avec ce mec. Je dis, ben alors t'es heureuse? Non, pourquoi? J'arrête pas de penser à son ancienne petite copine. Je dis, arrête. Il y a plus grave que ça. Il y a des autres à qui j'ai demandé, je lui ai dit, pourquoi, alors que tout va bien pour toi, et que ta relation amoureuse est enfin quelque chose qui te va très bien, elle m'a répondu sur Facebook cette phrase qui est énorme. J'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. C'est pas net, c'est délibéré. Ça veut dire, j'ai connu quelque chose de tellement fort avec ce petit copain que j'ai l'impression que tout le reste de ma vie et de mes relations sociales, affectives, sont pas bonnes, sont pas intéressantes. Alors, l'absurdité, c'est la résultante des deux autres. Le fait que le petit gosse qui me dit dès la naissance on est condamné à mort. Le mec qui dit ça, oui, il a raison, dès la naissance on est condamné à mort. Il n'a pas quand même. Il ne va pas mourir tout de suite. Il n'a pas programmé de mourir tout de suite. Et le sens de la vie. Je ne connais pas un enfant à haut potentiel qui ne se soit pas posé la question à un moment donné, le sens de la vie. Il ne va pas leur répondre. J'aime bien cette réponse, d'abord j'aime bien ce dessin. Quel est le sens de la vie, maman? C'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce que tu vas transmettre toi à tes enfants. Et qui le transmettront à leurs propres enfants. C'est le fait que même si on va mourir, on va se transmettre. Il y a un petit gosse, je vais vous montrer, c'est un autre petit bout de film qui est trop chou. Un petit gars avec un montage, il est hyper actif et précoce. Vous allez voir comment il a réponse à tout. De façon très intelligente. C'est à 8,55. On lui demande quel est le sens de la vie. C'est joli ça. C'est vous qui décidez. Vous avez vu qu'il est hyper actif. Si on lui avait dit, s'il tombe sur un prof et lui dit arrête de bouger, il répond, il ne va pas répondre. Il faut les laisser bouger cela, pour qu'ils puissent répondre correctement. Souvent dire, on va mettre des gamins en disant il est déprimé, il n'est pas déprimé. Ils ne sont pas déprimés au départ. Ils sont désenchantés. C'est-à-dire qu'ils ont une vision enchantée de ce qu'ils voudraient être, et dès qu'ils sont en dessous, ils sont désenchantés, ils ont ce spleen, ou c'est ce que j'ai appelé le syndrome de l'aquaboniste. À quoi bon grandir, on va mourir, se marier, on va se séparer, avoir un boulot, on risque de le perdre, donc c'est compliqué. Donc notre mission commune, et on va attaquer la saison 2, si vous voulez bien, notre mission commune de parents, de rééducateurs, de médecins, de soignants, d'enseignants, pédagogues, c'est d'aider ces enfants-là, tous les enfants d'ailleurs, mais en particulier ceux-là, à s'épanouir à l'école et à ne pas décrocher. Et ce qu'on fait pour eux, honnêtement, c'est pas pour une élite, d'enfants différents. Mais ce qu'on fait pour eux, on le fait pour tous. Parce que la marée, ça nous fait tous les
Est-ce qu'on va aménager pour ces enfants-là et qui nous poussent à la roue, c'est quand même des enfants qui nous bousculent? Et bien ce qu'on fait pour eux, ça va servir à tout le monde. Alors à un moment donné, le chemin de l'école fait peur. Pourquoi? Et on rentre dans le refus scolaire onctueux qu'on appelle la phobie scolaire. Pourquoi? Alors je leur pose des questions, je demande à Johanna, 14 ans, précoce, hyperactive aussi. Et elle me dit, je vous envoie ce message, sinon c'est elle qui m'avait envoyé le message. Je vous envoie ce message pour vous dire que ça ne va pas du tout. J'arrive pas à aller en cours, ça devient très compliqué, je reste enfermé chez moi toute la journée. Je ne sors presque plus et hier j'ai raté la journée de carnaval du lycée. Je ne sais plus quoi faire pour sortir de ce cercle vicieux. Le refus scolaire onctueux, c'est un cercle vicieux. À un moment donné, je reste chez moi et je ne peux pas en sortir. Donc il y a un double challenge quand on parle du refus scolaire onctueux, c'est 1. Comprendre la cause et 2. Proposer des solutions. J'avais un petit gars qui était rigolo avec mon père où il est là. Alors on ne mélange pas tout. Hein. Le refus scolaire onctueux, ce n'est pas l'absentéisme scolaire. Le refus scolaire onctueux, c'est quelque chose de très particulier. Je vais vous montrer ce petit gars. Il était quoi? Une minute. C'est une émission que j'avais tournée avec un de mes patients sur les maternelles. Vous allez voir en 1 minute. La crèche Saint-Marie merci Emmanuel d'être avec nous. Pour commencer, je vous propose d'écouter le petit Thomas. Thomas a 5 ans et demi et il explique avec ses mots, mais aussi avec l'aide d'animaux, que c'est très difficile pour lui d'aller à l'école. On va à l'école, des anges, et il y en a un qui va pleurer le matin. Tout le monde aime aller à l'école parce qu'il y a la gasoline. Puis il y en a un qui s'appelle Thomas et il pleure tous les matins. Parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Il colle à sa mère. Il ne veut pas aller à l'école. C'est celui-là. Voilà, Thomas a donc 5 ans et demi. Andreas, toi tu as 14 ans. C'est un peu plus tard, c'est encore très tôt que tu vas commencer à avoir des difficultés. Donc, il y a des enfants qui ont une anxiété uniquement centrée sur la situation scolaire. C'est ce qu'on appelle le refus scolaire anxieux. Donc, rien à voir avec l'absentéisme scolaire, qui est un terme générique qui veut dire on manque plus de 4 demi-journées par mois. Mais quand on parle d'absentéisme scolaire, c'est toute cause confondue. C'est la maladie, c'est l'école buissonnière, et ça représente quand même pratiquement 5% des enfants qui ont un absentéisme scolaire. Par contre, le refus scolaire anxieux, c'est une définition qui est très précise. Les enfants qui ne vont pas à l'école, mais pour des raisons irrationnelles. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'y aller. Et quand, dans le secret de la consultation, quand on leur demande, ils aimeraient bien être comme les autres. Et alors que c'est vécu par tout le monde comme un caprice, c'est vécu comme un problème éducatif, alors qu'en fait, si on les force à y aller, ils n'y vont pas. C'est quand même pas mal, hein, ça fait dans une petite école primaire 0 à 2 élèves. Hein, et il y en a 4 à 8 dans un gros collège. Donc, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, de refus scolaire. 1% des enfants actuellement d'âge scolaire et 5% de nos consultations de pédopsychiatrie, il y a 3 garçons, on peut le voir, pour 2 filles. Donc c'est un phénomène qui n'est pas rare et qui sera de moins en moins rare en Amérique du Nord, c'est terrible. En Amérique du Nord, on flirte avec les 7 ou 8%. Il y a des caractéristiques quand même. Hein. Ça apparaît pas n'importe quand. Ça apparaît à des moments clés et comme vous voyez, c'est des moments où il y a un changement dans le cursus. Donc d'abord, ça apparaît entre 5 et 15 ans avec 3 pics. L'entrée en CP, l'entrée au collège et l'entrée au lycée. Ça arrive dans tous les milieux, hein. Il n'y a absolument aucune influence des milieux socio-économiques et en général c'est même des enfants qui ont un milieu particulièrement favorisé, au moins au niveau affectif. Alors j'avais posé la question à une petite, à Malou, 17 ans aussi, pourrait me dire en quelques lignes ce qui t'empêche depuis quelques années d'aller, alors elle a raté 3 ans de suite, d'aller en cours. Je vais faire un screenshot pour une conférence pour le refus scolaire. Monsieur, merci de ton aide. Ça ne les gêne pas du tout. Au contraire, tous les enfants à haut potentiel sont tellement dans l'empathie que s'ils peuvent aider les autres par leur message. Donc elle, pendant 3 ans, elle n'a pas été à l'école. On a la chance à Lyon, j'ai monté une structure à la mairie du 6e arrondissement, à la mairie, où ils vont, là, ils font le CNEL, mais c'est des enseignants, c'est des bénévoles, et tête à tête avec eux. En 1 heure de maths, ils en font autant qu'en 4 heures à l'école, et ils font leur seconde, leur première, leur terminale. Enfin, dans la 6e à terminale, mais j'en ai plein qui font tout leur lycée là, comme ça. Ils font 4-5 demi-journées par semaine. Je ne sais pas s'il y a des structures comme ça à Nantes, mais si vous pouvez le faire, c'est juste magique. Hein. C'est juste magique parce qu'on les sort de la maison et on les réconcilie avec l'école. Et on a eu 100% de résultats au bac. Et Jean-François nous a fait le plaisir de venir nous faire une conférence sur les émotions. On a vu cette petite structure, c'est juste charmant. Quoi. On est 100 bénévoles et on donne beaucoup de temps, mais on sauve des gamins d'une situation très complexe.
Alors qu'est-ce qu'elle me répond, la minette, Malou? Elle me dit, bien sûr, avec plaisir, le matin, quand j'allais en cours sur le trajet, j'étais prise de panique. Je me mettais à trembler, ma respiration s'accélérait jusqu'à ce que je ne puisse plus la contrôler. Plusieurs fois, je restais tétanisé dans mon établissement à ne pas pouvoir avancer sans savoir pourquoi. C'est décevant de ne pas réussir à faire quelque chose qui était facile par le passé. Rappelez-vous le besoin de maîtrise et de contrôle. Et à un moment donné, moi, malgré mes compétences, malgré l'envie que j'ai d'apprendre, quelque chose qui est plus fort que moi, une panique qui me terrasse, une attaque de panique qui fait que je ne peux pas y aller. Je crois que j'avais peur d'échouer. L'école était une épreuve entre les notes, les copains, le comportement. Et puis le fait de rester assise à écouter quelqu'un, la majorité des journées ne m'aidait pas. Je ne me sentais pas à ma place, que ce soit dans la cour ou derrière mon bureau. Déjà, on a un début d'explication. Et on a compris, par rapport à tout le descriptif qu'on appelle d'enfant au potentiel tout à l'heure, à quel point le haut potentiel prédispose à ne pas avoir envie d'aller à l'école, en tout cas ne pas avoir envie d'aller à l'école telle qu'on nous la présente actuellement. Alors le début est assez stéréotypé. C'est-à-dire que là, il faut faire gaffe, parce que souvent, j'en ai vu toutes les semaines, des enfants qui viennent voir en urgence pour ça, où je reçois des mails, souvent, il y a eu un truc. Il y a eu un décès, il y a eu un changement, il y a eu un déménagement, et on a, à tort, attribué le fait qu'il n'aille pas à l'école à ça. Ça va aller. On a appelé le médecin qui a dit bon d'accord, il va pas pendant 3 jours. Et après, malheureusement, le phénomène s'enquiste. Avec des trucs qui ne trompent pas, c'est les plaintes physiques. Je ne connais pas de refus scolaire anxieux où il n'y a pas eu des plaintes physiques. C'est souvent des maux de tête, des maux de ventre, maux de tête, des vomissements. Et quand le médecin ou le pédiatre voit le gamin, il vous écrit, mais il était tout pâle. Il n'a pas fait semblant d'être pâle. Il était pâle, le cœur était accéléré, la tension n'était pas bonne. Il y a eu vraiment une manifestation physique du refus scolaire anxieux qui nous induit en erreur d'une part, et qui laisse entendre que c'est quelque chose de très très fort et qui va passer du psychisme au physique. Le truc, ah oui, puis aussi ça j'ai remarqué souvent, aggravation d'une pathologie qui existe. Il est épileptique, il se remet à faire des crises. Il est asthmatique, il se remet à faire de l'asthme. Il est diabétique, il n'équilibre plus son truc. Il a de l'eczéma, il a de partout. Donc à un moment donné, c'est son corps qui répond. Encore, ce sont les enfants à haut potentiel le plus homogène, qui n'ont jamais trop dit avec des mots, mais qui manifestent avec leur corps. Le truc, c'est que ça apparaît les veilles et les matins d'école, de rentrée scolaire. Mais pendant les vacances, c'était comment? Tout simple, toutes les vacances étaient impeccables. Et puis il s'est mis à avoir une éruption cutanée, mais 2 jours avant. Ça sent vraiment le refus scolaire. Il veut aller à l'école, il promet qu'il va y aller, mais il s'agite. Il ne tient pas en place, il n'est pas bien, il supplie. Il est petit, en primaire. Non, je ne vais pas, je vous promets, j'irai demain. Et quand il dit je vous promets, j'irai demain, il le pense vraiment qu'il ira le lendemain. Et s'il arrive dans la classe, il ne peut même pas rentrer, il s'accroche à la porte, et sinon il a des manifestations très importantes. J'ai appelé ça school break parce que j'en ai vu une très intelligente. Dans la classe, elle fait des malaises, elle dit rien, en mode fille, elle internalise le truc, elle dit rien, en art plastique. Alors elle va à l'infirmerie, en art plastique, elle a piqué des ciseaux, et après, avec des ciseaux, elle a cassé le grillage, comme Prison Break. Elle est partie, elle a fait un trou dans le grillage pour partir. School break. Donc, c'est ça. Souvent, ils vont à l'infirmerie dans la journée parce qu'ils ne sont pas bien. Et le calme revient après la tempête. C'est-à-dire que ça a été terrible, il a été terrassé, il n'en pouvait plus, il rentre chez lui, et là, il va bien. Vous imaginez comme quelqu'un qui ne connaît pas le refus scolaire anxieux, on va pouvoir dire que c'est un caprice. Il fait semblant. Ben non, c'est ça, le refus scolaire anxieux. Quand il est sorti de la dimension angoissante, anxiogène, eh bien il va bien, et il promet qu'il va y retourner, et il croit vraiment, dur comme fer, qu'il va y retourner, parce qu'il a envie d'y retourner. Il ne pourra pas y retourner. Et il propose des explications. Parce qu'il ne va pas être trop sévère, c'est parce que les copains ne sont pas gentils avec moi. Le problème, c'est que ça se renouvelle, et que le lendemain, il ne peut pas y aller, et le surlendemain, il ne peut pas y aller, et que les parents nous téléphonent, donc qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on envoie des mots pour dire c'est pas la peine qu'il y aille, c'est pas la peine de nous forcer, et ça s'enquiste. Et ça s'enquiste. Et le problème, c'est qu'au début, il n'y a plus d'école, mais les copains viennent de voir, mais progressivement, il y a un isolement progressif qui se met en place. C'est-à-dire qu'après, il ne va plus au sport non plus, et puis il ne va plus au centre aéré, et puis il est confiné à la maison, avec un tempérament, on ne va pas se mentir, de plus en plus autoritaire, qui met les parents en grande difficulté parce que ça devient très difficile. D'abord, les parents sont au bout de leur vie, comme disent les adolescents, sur les nerfs, n'en peuvent plus, et donc ça ne facilite pas les relations sociales. Le profil familial est des standards, c'est des parents pratiquement toujours même, aimants, attentifs, peut-être presque trop à l'écoute. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que des familles où il y a un très bon niveau de communication.
Il y a des familles où il n'y a pas de communication, on s'en fout. Avec là, il y a des attentes importantes de la part des parents. Et on communique, et on est à l'écoute. Et peut-être trop à l'écoute, au départ en tout cas. Et en tout cas, ce que toutes les familles ont en commun, c'est le désarroi. C'est qu'à un moment donné, on est les bras ballants. Mais que faire devant un gamin de 13-14 ans qui parle à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout s'il était très intelligent, qu'il a toujours été très brillant, qu'il n'a jamais eu de problème. Et là, vraiment, c'est le truc qui nous tombe sur le coin de la tête. C'est le coup de tonnerre. Et quand on gratte un peu, et qu'on regarde en arrière ce qui s'est passé, on s'aperçoit que c'est un coup de tonnerre dans un ciel qui était finalement pas si serein que ça. Et quand on reprend l'histoire, on s'aperçoit que c'est un enfant brillant, sans antécédent, qui n'a jamais posé de problème, qui est intelligent, voire très intelligent, et souvent, moi je n'ai que des enfants à haut potentiel, mais c'est un enfant qui est anxieux. Et on sait que le haut potentiel est anxiogène, parce qu'avoir trop tôt des notions sur la mort, la maladie, c'est compliqué. Des enfants qui n'ont jamais vraiment aimé les changements, et les parents vous disent, mais même à la fin des grandes vacances, quand il fallait repartir du lieu de vacances, ils n'aimaient pas bien changer. Des enfants qui sont très dépendants de la qualité de la relation avec l'entourage, et il suffit qu'ils soient tombés sur un prof ou une maîtresse avec qui ça ne se passe pas bien, mais c'est compliqué. Et des enfants qui, malgré leurs bons résultats, n'avaient pas une si grande confiance en eux. Alors il y a plusieurs causes de refus scolaire anxieux. On a longtemps cru que le refus scolaire anxieux c'était uniquement l'anxiété de séparation. Les psychanalystes pensent encore, je ne dis pas, je fais quand même une formation analytique, mais j'ai trop tendance à dire un enfant qui vient pas à l'école, c'est une anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'il ne veut pas quitter sa mère ou sa grand-mère ou son père, ou quelqu'un qui est malade, donc il ne veut pas le quitter parce que la grand-mère est déprimée. Donc il faut soigner la dépression de la grand-mère. Il y en a, non, ça arrive, comme ça arrive. C'est de loin une minorité. Et si on part uniquement sur cette dimension-là, c'est foutu. Alors que si on a une démarche médicale, objective, et c'est ce que j'apprends à mes amis médecins, parce que c'est quand même le médecin de famille et le pédiatre sont en première ligne. Un enfant qui a un refus scolaire anxieux, ayez un moyen mnémotechnique pour savoir ce qu'il faut explorer. N'ayez pas d'a priori théorique en vous disant je sais, j'ai appris, c'est parce qu'il ne peut pas quitter sa mère. Dites-vous bien, ça veut dire quoi aller à l'école? D'abord, aller à l'école, ça veut dire quitter la maison. Alors oui, il y en a un certain nombre qui ont une anxiété de séparation. Comme l'enfant au potentiel a du mal à aller se coucher le soir, parce que je veux vérifier que tout se passe bien à la maison, que de temps en temps. Mais une fois qu'on s'est séparé, c'est pas gagné encore. Il faut arriver à l'école. Et à l'école, il y a les autres. Donc si j'ai une phobie sociale, c'est-à-dire si j'ai peur du regard des autres, je ne peux pas aller à l'école. Je ne peux pas rentrer dans l'école. Et si j'ai une phobie sociale, si j'ai un haut potentiel, et que le groupe social ne m'accueille pas, moi j'ai pas de phobie sociale, mais c'est eux qui ne m'aiment pas, ou qui ne me supportent pas, ou qui me marginalisent, ça ne marche pas. Ou si je suis harcelé. Si je vais à l'école et que je prends des coups, bien sûr, sa première question à poser, c'est est-ce qu'il est harcelé? Troisièmement, d'arriver à l'école, il faut apprendre. Si j'ai un équipement cognitif tellement particulier que je ne peux pas apprendre comme les autres, parce que je suis 10, parce que je suis multi-10, parce que j'ai un trouble d'attention, parce que je suis haut potentiel, parce que je suis tout à la fois, et ben, je vais passer une journée de merde. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, je sais que je vais passer une journée horrible. Et si je suis une petite fille à haut potentiel que personne ne sait, que je suis en grande section et que je sais lire et compter et que je sais écrire, mais j'ai dit à personne, parce que ça ne se fait pas, et pour ne pas passer pour une intello, et que toute la journée, pendant qu'ils collent des gommettes, moi je vais penser à la mort, à la maladie, à l'avenir, à papa, à maman, etc., je hurle pour pas y rester. Le nombre de maîtresses qui m'ont dit écoutez, vous dites qu'elle est intelligente, mais je ne peux pas les faire sauter le CP comme vous me le dites. Regardez, elle est collée à sa mère, à son doudou, et elle pleure toute la journée. Moi, je fais un papier. Je sous signé Olivier Rowan, prends la responsabilité de faire sauter non pas le CP, mais le CP et le CE1 à cette gamine qui sait lire et écrire. Voilà, la maîtresse, c'est la fumée qui sort par les oreilles. 2 ans après, je ne vous mens pas. Je vais voir la maîtresse de CE2 qui me dit ben, ouais, aucun problème. Le matin, elle arrive, elle sait qu'elle va en baver, qu'il va falloir s'accrocher, mais elle n'a même pas le temps de penser pendant toute la journée. Donc il faut penser à ça. Les troubles cognitifs, ou en tout cas, le potentiel n'est pas un trouble, les particularités marquées peuvent expliquer le refus scolaire anxieux. Ensuite, il faut accepter de s'ennuyer. Et si je sais que je vais m'ennuyer parce que je suis haut potentiel, ou parce que je suis TDAH, ou parce que je suis les deux, ben, j'ai pas envie d'aller à l'école. Et puis, il faut accepter l'autorité. Et apprendre, ça veut dire accepter de ne pas savoir. Et les enfants au potentiel, accepter de ne pas savoir, et bien, allez leur expliquer. J'ai fini mon temps, mais je vais me prendre encore 10 minutes. Allez leur expliquer. Alors, l'anxiété de séparation, elle est normale. Premier cas, l'anxiété de séparation, c'est normal. Tous les enfants maternels, ils pleurent au départ. Ça devient pathologique si ça dure, si c'est fort, si c'est excessif, et que ça l'empêche d'aller à l'école.
La phobie sociale, c'est important d'en dire quelques mots, la phobie sociale, c'est la peur du regard des autres. Et ça, c'est pas que les hauts potentiels, il y a plein de gens qui n'ont pas hauts potentiels, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur du jugement des autres. C'est pas la timidité, hein. Le timide, il a envie d'aller vers les autres. Le phobique social, il n'a pas du tout envie parce qu'il a très peur que les autres voient qu'il n'est pas à la hauteur. Hein, je vous ai mis un certain nombre de questions que se posent les phobiques sociaux. Je ne vais pas leur plaire, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne veux pas les regarder dans les yeux, je vais avoir l'air bête. J'ai peur de rougir en public, j'ai peur d'être ridicule. Bref, quand vous avez une phobie sociale, vous ne pouvez pas aller à l'école. C'est épouvantable. Ça se traite avec des thérapies comportementales et ça marche très bien. Les regards, ils ont peur que les regards des autres les jugent. Combien de patients phobiques sociaux me disent qu'il n'y a que dans votre cabinet que je suis bien, parce que je sais que c'est le seul endroit de ma vie où je ne suis pas jugé. Je suis jugé à l'école, je suis jugé par mes copains, je suis jugé par mes parents, mais ici je ne suis pas jugé. Et puis les enfants au potentiel sont particulièrement concernés par le refus scolaire anxieux. Et ce n'est pas un caprice. Et pour toutes les raisons qu'on a déroulées jusqu'à maintenant, eh bien aller à l'école pour eux, eh bien, ça peut être extrêmement angoissant, extrêmement insupportable, au point de, alors qu'ils ont envie d'y aller, je peux vous assurer qu'ils ont envie d'y aller, mais ils ne peuvent pas. J'ai demandé à Chris, il a fait une phobie scolaire, alors lui il a fait une phobie scolaire de la 5e à la terminale, il n'a pas été. C'est à l'époque, honnêtement, à l'époque où j'étais contre le CNED, maintenant je suis très pro CNED, je les sors de l'école parce que j'en peux plus, c'est une catastrophe. Et donc lui j'étais pas pour le CNED, mais je l'ai sorti de l'école, je l'ai mis au CNED, il allait faire le CNED à la mairie du 6e, il est allé jusqu'au bac, il n'a pas eu son bac parce qu'il n'a pas pu passer l'obstacle, et je lui ai demandé ça, je lui ai dit, c'était une conférence que je faisais à Lausanne l'année dernière, je fais une conférence, en quelques lignes, il se demande, bien sûr, dis-moi ce que, une punchline, qu'est-ce que c'est pour toi le refus scolaire anxieux. Entre-temps, au passage, comme il ne savait pas quoi faire, je lui ai fait une carte, et il a adoré les cartes, il était bon aux cartes, et j'ai un énorme poster dans mon bureau, ceux qui sont déjà dans mon bureau, hein, où il y a l'interport du membre, il a couru au interport du membre. Donc il n'avait pas eu sa phobie scolaire, il n'aurait pas été pilote de Formule 1. Regardez ce qu'il écrit. Phobie scolaire, refus scolaire anxieux, un barbarisme, pour dire beaucoup d'autres choses. Pour dire que peur que le stylo ne suive pas assez vite la pensée. Peur de ne pas être compris car la réponse qu'on apporte à une question ou un problème est beaucoup plus développée et complexe que la réponse qu'on attend. Le prof va dire qu'on répond à côté. Peur de décevoir et peur encore pire de se décevoir. Peur d'être confronté aux autres qui ne vivent pas dans le même monde. Peur de la violence du monde des enfants. Peur que nos différences ne soient pas comprises. Voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là. Quoi. Tout est dit. Hein. C'est la richesse de ces enfants. Enfin, la chance que j'ai de travailler avec des enfants au potentiel, je ne peux pas imaginer. Ah oui, on dit d'autres. Peur de l'ennui, peur de ne pas comprendre, peur d'avoir le temps de penser, de devoir savoir ce qu'on va être ou devenir dès 14 ans en choisissant telle ou telle filière. Ben oui, on leur demande de choisir sur Parcoursup à 14 ans. Qu'est-ce que tu vas faire alors qu'il a peur de se planter? Enfin, c'est terrible. Peur du contrôle de l'examen, car il n'y a rien de plus incohérent et pervers pour un HP que de devoir restituer quelque chose d'appris par cœur. C'est juste, voilà. Je vais le mettre dans le prochain bouquin. Alors, pourquoi ils sont comme ça? Les particularités, je vais aller très vite, mais elles sont liées au décalage. Ces gosses, comme l'a dit ce matin Hugo, ils sont décalés. Il y a un maître mot du haut potentiel, c'est le décalage. Décalé à la maison, parce qu'on l'a vu, il argumente tout de suite. Si c'est le premier, on ne sait pas comment faire. Retenez juste une image pour conclure là-dessus. Vous avez un enfant au potentiel, très bien, c'est une chance. C'est un enfant, pas tout à fait comme les autres. Mais comme les autres, c'est un enfant. Et plus que les autres, il va avoir besoin de cadres et de limites. Oui, mais c'est dommage de ne pas discuter. Non, ne discutez pas avec lui. Parce que si à 5 ans, c'est lui qui vous mène et qui décide si vous allez dormir ou pas dormir, avec toutes les questions qui se posent sur le sens de la vie, sur les risques qui courent, etc., il se dit, mais qui va me contrôler? Qui va me contenir? En fait, en gros, qui tient la barre dans cette famille et qui va me mettre dans la bonne direction si dès 4 ans, je les mets en difficulté? Alors on les met à l'école et là, ils sont vite décalés à l'école. Ils parlent, on a vu, pas comme les autres, ils ne parlent pas le même langage. Ils utilisent déjà la métaphore et l'ironie, donc c'est compliqué. 6e et surtout la 5e, c'est la classe la pire. Méfions-nous de nos enfants en 5e. Le décalage statut-pondéral est le plus important. Le décalage avec les autres est le plus important. Eux, ils ont fait tour de la question en 6e, donc ils ont compris et ils vont bien passer directement en 3e pour pouvoir aller vite au lycée. C'est pour ça que d'ailleurs les collèges qui sont adaptés font le collège en 3 ans au lieu de le faire en 4 ans. Décalés aussi dans leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils ont appris à parler tout seuls, ils ont appris à lire tout seuls, le geste graphique ne suit pas. Et là, ça devient compliqué, c'est leur premier échec. Et ils détestent l'échec, donc ils abandonnent ce qu'ils ne savent pas faire. Avec des QI comme ça, en montagne russe, hein, regardez le QI à Wisconsin de ce petit gars, un 19 sur 19 à similitude, j'adore. Similitude, c'est l'épreuve qui rend le plus compte, je parle tout des psychologues qui sont ici, de l'intelligence. En quoi ça se ressemble la colère et la joie? Ça, c'est fun.
je ne récite pas un cours. On me demande de faire marcher le truc qui marche justement bien dans ma tête, c'est-à-dire de faire les liens à toute vitesse. Colère, joie, c'est des émotions. Ok. Donc c'est bon, on va continuer. En quoi ça se ressemble la laine et la soie? Ça va être des animaux. Le mec, le gars, il n'a même pas réfléchi. Il a dit laine, soie, deux mots. Là où l'enfant standard, il dit la laine, la soie. Il continue dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, le regarde. La laine, la soie, donc ma mémoire à long terme, la laine, c'est quoi? C'est un animal, c'est du mouton. La soie, c'est quoi? Ça prend un temps fou. L'autre, laine, soie, ouf, il part dans l'autre hémisphère. La vision, l'hémisphère droit, il voit le mouton, il voit le ver à soie, et il vous répond, et ça revient dans l'autre hémisphère, il dit, bah t'as laine d'animaux. Il sait pas comment il a fait, mais ça lui a fait. Donc c'est bon. Et il dit, t'en as pas une autre. Alors on a d'autres. Alors on continue. Et en quoi ça se ressemble le caoutchouc et le papier? Pareil, chouf, l'hémisphère, tac, tac, ça vient des arbres. Ok. T'en as pas une autre? La plus dure, lui il avait 10 ans, la plus dure. En quoi ça se ressemble éphémère et permanent? En quoi ça se ressemble éphémère et permanent? Et le gars, éphémère, permanent, bah, c'est 2 états du temps. T'en as pas une autre? Bah non. On a trouvé la réponse de 17 ans, excusez-moi, il faut extraire des trucs. Pardon? Le dernier, c'est rêve et réalité. Ah oui, le dernier, vous avez tout à fait raison. Le dernier, c'est rêve et réalité. Et merci de votre intervention parce que rêve et réalité, il faut le trouver quand même. Il y a une gamine de 12 ans qui dit au psychologue, c'est pas une passé, qui dit vous n'allez pas me mettre 2 points pour ça. Je vais vous le dire quand même. Que la gamine, elle a compris que quand on fait une réponse fausse, on a 0. C'est-à-dire que si on dit en quoi ça ressemble le Sahara et l'Antarctique, on répond, mais là je parle de l'autre couvert. Si on répond il y en a un où il fait chaud, où il fait froid, on a la bulle. Si on répond c'est grand, on a 1 point. Si on dit c'est des déserts humains, on a 2 points. Vous êtes d'accord avec moi? Et elle lui répond alors en quoi le rêve et la réalité se ressemblent? Elle lui répond je sais que vous n'allez pas me mettre 2 points pour ça. Je vais vous dire. Le rêve et la réalité c'est pareil, car ma vie est un vrai cauchemar. Donc non seulement elle a compris le concept, mais en plus elle vous balance des trucs perso. C'est pour ça que les psychologues, quand elles disent autant vous donner un chiffre global, parce que ça ne veut rien dire si vous ne savez pas exactement comment s'est passé le test, eh bien une réponse comme ça ne marche pas. Plus leur réponse à eux, hein, les psychologues, vous savez, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez les précoces, mais une psychologue ne connaît pas les précoces et que le gamin de 7 ans et demi, on lui dit qu'est-ce que c'est qu'une vache, et qu'il lui répond c'est un animal sacré en Inde, c'est pas la réponse attendue. Comme il a vu qu'elle était un peu désarmée, un psychologue, il lui a rajouté, parce qu'il a beaucoup d'empathie, accessoirement, ça fabrique du. Donc il a eu son point. Ça aurait été dommage de perdre un point, simplement parce qu'il y a eu 2 points. Un autre que en quoi le pétrole et le charbon se ressemblent? Ok, il répond pas. Si la psychologue ne connaît pas les enfants au potentiel, bon, ben, 0. Si elle sait qu'il a au potentiel et qu'il doit le savoir, mais qu'il y a sans doute un vice de forme qui malheureusement le pénalise à l'école comme partout ailleurs, je lui dis, mais réfléchis bien. Il dit, mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce qu'elles ont de commun, ces 2 énergies fossiles. Mais nous, ça nous fait rire. Mais à l'école, quand la prof a posé une question, et que pour lui la réponse est tellement évidente qu'il ne la donne pas, et qu'il a 0, ben là, ça ne fait pas rire du tout. Et il a beau aller la voir à la fin du cours en lui disant, mais et je le savais, mais je n'ai pas pensé que. Ah oui, il fallait le mettre. Ça, c'est dur. Oui, mais on fait un effort. Donc, être décalé, ce n'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. Être décalé, ce n'est pas une maladie, ça peut rendre malade si l'enseignant n'a pas pris conscience de cette particularité-là. Et qu'est-ce qui rend malade les enfants à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des difficultés? Ben, c'est un peu pour tout ça. Et c'est un peu pour ça qu'ils ne vont pas y aller à l'école. L'ennui, le manque de méthode, le manque de sens de l'effort, la contre-attitude des enseignants, les répliques malheurs négatives et le fait de finalement s'identifier à ce qu'attend le prof. Combien de fois j'ai des enfants qui me disent mais je pourrais lire mieux que ça, mais je ne lis pas mieux que ça parce que j'ai vu qu'elle leur mettait 10 quand ils font manque de méthode. Et là ils ont le maximum. Donc il fait pareil. Parce qu'il veut faire comme les autres, il ne faut pas se faire remarquer. L'ennui. L'image d'appel pour tous les enfants à besoin pédagogique particulier. C'est ce qui est évoqué ce matin, Hugo, sur l'école de la République. Équité, on fait tous pareil. Mais non, on fait pas tous pareil. On n'est pas tous équipés pour monter en haut de l'arbre. Lui, il n'y arrivera jamais. Eux, ils vont y arriver très vite. Lui, en mode garçon, au bout de 3 allers-retours et que les autres n'ont pas commencé, il va énerver tout le monde. Il va sortir de poisson de l'aquarium, il va fuguer, etc. Elle, en mode oiseau, elle va décrocher. Elle va dans un coin, et puis elle va, en tout cas, elle va le faire elle-même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas adhérer à l'école.
manque de méthode, difficulté face à l'effort. C'est pour ça qu'il faut les faire accélérer. En accélérant, on est obligé de se forcer. On est obligé de développer les compétences mnésiques et attentionnelles qu'on ne développerait pas autrement. On est obligé de se forcer pour réussir. Et on fabrique son estime de soi. Parce que pour fabriquer l'estime de soi, il faut réussir des choses dures. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc si toute ma vie, j'ai réussi au talent, et sans me forcer, eh bien quand il va falloir me forcer, je ne saurais pas faire. Les enseignants, bah oui, il y a des enseignants qui comprennent, donc en précoce, ça se passe bien, il y en a qui ne comprennent pas. Et je travaille beaucoup avec les Suisses. C'est une très bonne idée de faire ça. 4e primaire en Suisse, c'est la 8e. Comme ça, on dit plus 8e, on dit CM1. C'est le CM1. T'es un extraterrestre, t'as été envoyé sur ta planète, sur la Terre par ton peuple, et tu dois, en éclaireur, tu dois dire ce que tu as vu. Mais en 250 mots, là, c'est pas possible. Comme dirait un petit précoce, c'est juste pas possible à 8 ans, gaucher, pas possible de 50 mots. Et en plus, il écrit mal. Et en plus, il y a un truc de précoce qui travaille. C'est intéressant, mais je ne peux pas répondre. Je ne sais pas où est la planète de ton alien, ni la vitesse de ton vaisseau. Il était devenu autant des dinosaures ou des homo sapiens, c'est problème. Un petit tour chez le psychomotricien, là, au passage, pour les terres et et là, il tombe sur une enseignante pleine d'empathie qui comprend les précoces. C'est-à-dire qu'il comprend d'abord une qui n'a pas d'empathie pour les précoces, et il dit c'est quoi cette connerie, zéro, je lui mets un truc intéressant, je lui mets un docteur, il va les faire, et si elle a de l'empathie, elle lui répond comme lui. Je te prie d'excuser mon manque de précision. La date de son séjour sur Terre est le 1er octobre 2010 à Genève, il a fait voyager à toi un jour. Non, on peut y aller, mais je ne te note pas. C'est ça qui est intéressant. Les techniques négatives, je vous l'ai dit, c'est de s'identifier à ce qu'on demande au groupe, et non pas ce qu'ils veulent faire. Et les stratégies spécifiques, ça c'est sûr qu'ils en ont besoin. Ils n'ont pas une démarche analytique, step by step. Ils ont une démarche analogique. Ils utilisent la mémoire épisodique, la Madeleine de Proust. Ils utilisent tous les sens. Ils se servent de tout pour répondre à la question. Et ils ont cette fameuse pensée en arborescence que beaucoup critiquent, alors qu'en fait on l'a prouvé. Je me demandais pourquoi il ratait médecine, alors que ça fait de très bons médecins, normalement, les précoces. Il ratait médecine, parce que médecine, eh bien, la pensée en arborescence, ça peut leur compliquer le travail. Il faut apprendre la première année de médecine en mode bourrin. Ceux qui ont fait médecine ici, vous vous souvenez de la mitochondrie. Du grec, mythos, cellule, ATP, usine. Il ne faut surtout pas s'arrêter sur chaque truc en se demandant ce que c'est. Il ne faut surtout pas laisser dériver la pensée de partout. Il faut apprendre comme un bourrin. Une mitochondrie, c'est une cellule. Le précoce, c'est pas ça. Oula, c'est marrant ce truc. Ça me rappelle un verset. C'était trop bien dans le monde de maman, c'était trop bien, j'aimerais bien y retourner. Mytho, c'est le plus gros mytho que je connais. Il y a des mentions de pétard actuellement, c'est pas. Une usine, l'usine c'est une catastrophe, la planète est pourrie, il y a pas de comme c'est bien la musique de leurs parents, mais ça me rappelle la musique de Pink Floyd, c'était pas mal aussi. En cellule, j'aimerais pas être en cellule, c'est horrible, j'espère que j'y vais jamais. Ou alors avec Michael Scofield, qui est quand même le champion du monde des précoces, il a à peine sorti de prison, il y a tout pour aller sortir de tout le monde. Et l'ATP, ah oui, moi je voulais être champion de TP. Donc comme le bourrin, mais déjà 10 pages plus loin, lui il est toujours à la mitochondrie, elle est bourrée de tout ça. Donc ce que font les méthodologistes, c'est simplement lui dire, on en reparlera après si tu veux, mais utilise ça comme moyen mnémotechnique. Tu as une chance incroyable. Comme maintenant, quand tu verras une mitochondrie, tu penseras immédiatement cellule, ATP, et mitochondrie, ça te parlera de ça. Ok? Donc tu vas voir plus loin. Et on leur apprend à cadrer cette arborescence de la pensée. Avec des malentendus, le petit gars il a 10 ans, il écrit une phrase négative. Il dit, c'est quoi une phrase pour internet? Et comme il a senti que la maîtresse était un peu tendue, il a vu la télé. Il lui a mis range ta chambre. Le problème, c'est qu'au niveau de l'humour, elle était à son maximum. Donc ça n'a pas eu le rendu espéré. Vous voyez, quand tu as Hugo, je lui ai fait sauter la 6e, il rentre en 5e, il me dit, je crois, docteur, vous avez fait une connerie, j'aurais pas pu rentrer en 5e parce que la prof principale me déteste. Je lui dis, attends, avant de dire qu'elle te déteste, change de sac. Il me dit, oui, vous ne faites pas mon sac. Je lui dis, attends, est-ce que tu me permets de prendre en photo pour une conférence? Il a été dans mon bureau. C'était un sac qu'il avait trouvé très beau, qu'il avait acheté sur le marché à Bandol, et il l'avait ramené pour la rentrée, il était tout content de son sac, mais pareil, il fallait qu'il rencontre de l'empathie.
Donc finalement, vous avez compris, on va commencer à conclure, quelle que soit la cause du refus scolaire anxieux, il y a des conséquences, et les conséquences, on les connaît bien, hein, c'est-à-dire de ne pas aller à l'école, quelle que soit la raison, parce que j'ai pas pu quitter, parce que j'ai pas pu rentrer dans l'établissement, parce que j'ai pas pu me confronter aux autres, parce que j'ai pas pu accepter d'apprendre et de tolérer d'apprendre, ou parce qu'on n'a pas compris. Eh bien, le problème, c'est qu'à un moment donné, j'évite les situations sociales. À un moment donné, je me confine à la maison. À un moment donné, je suis surmédicalisé. Et mes parents m'avaient être mis en cause par les médecins en disant, c'est qu'on appelle ça de Munchausen par procuration, vous n'êtes pas en train de nous amener votre gamin en inventant des pathologies. En fait, il les a vraiment, le gosse. Et puis surtout, il surinvestit ses écrans. Parce que moi, j'aurais bien sauté l'école, hein, comme le faire harceler, en particulier en 5e, 4e, 3e. Mais de temps en temps, je faisais vraiment être malade. Comme certains d'entre vous, je me rappelle, on avait à l'époque encore le thermomètre dans mon thé. Je me rappelle d'un matin bien avant que ça, mes parents étaient médecins, mais j'étais malade. Sauf qu'au bout de 2 jours, quand vous avez fait 10 fois le bord, 5 fois le Cluedo, 100 fois le Monopoly, on est à l'école. Là, il y a des plays. Il y a plusieurs plays. Il y a la play Netflix, ça fait. Donc quand on était à la maison et que, au lieu de faire des Cluedo et des machins, vous faites Stranger Things, je vous le montre parce que c'est trop bien. Et si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment la série préférée des petits précoces. C'est les années 80, c'est 3 petits précoces. C'est juste, si vous n'avez pas vu Stranger Things, vous le regardez, c'est exceptionnel. Alors nous, ça nous replonge dans les années 80, et vous allez voir les 3 petits précoces qui jouent encore à des jeux de rôle. One of the worst things that's ever happened here for the 4 years I've been working here was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it Tout est felt bien, very la musique, des images, vous allez voir les 3 petits gamins, ils sont trop mignons. Donc il y a la plaie Netflix, c'est fantastique aussi, hein. Fantastique. Kid goes missing. Stranger Things, on voit la dernière saison. What about the other time? Regardez les séries avec eux déjà. You said 99 J'adore ça. out. Et puis Breaking Bad, tous les adolescents à haut potentiel, ou pas d'ailleurs, mais les hauts potentiels adorent Breaking Bad. Et puis ils aiment, en général, ils n'aiment pas les séries que tout le monde regarde. Mais néanmoins, j'aime bien leur faire regarder celle-là. Parce que j'ai beaucoup de parents qui l'ont regardé. C'est ça. Ça, c'est une série remarquable. Casa de Papel. Et il y a 2-3 personnages qui sont des hauts potentiels, dont le professeur. C'est hyper intéressant de leur demander à qui ils s'identifient dans la Casa de Papel. Je ne me trompe jamais. Les personnages sont hyper marrants. Bon, bref, ils ont tout ça à la maison. Donc s'ils ont accès à Netflix, puis attendez, il y a la play Netflix, il y a autre chose. Il y a la PlayStation. Dans la PlayStation, alors ils ne jouent pas trop à ça, mais ils jouent, les précoces, ils jouent plutôt à Minecraft, ou à League of Legends, ou à Dofus. Mais vous savez que j'ai écrit là. Peggy 12. De ça, déconseillé au moins de le drame des 2 dernières années, il y a des enfants qui ont raté. Ils n'ont jamais répondu à l'école à cause de ça. Ils ont raté la 6e, la 3e, le DAC, la première année de médecine, etc. à cause de Fortnite. Il y a un jeu d'exploration. Bon bref, pas vous mettre, vous êtes addict. Alors l'évolution du RSA, l'évolution du refus scolaire anxieux, eh bien, à partir du moment où on dépasse les 2 mois, le pronostic devient vraiment péjoratif, les 2 mois d'absentéisme scolaire. Ceci dit, si on le prend tôt, et plus l'enfant est jeune, plus le pronostic est bon. Par contre, c'est une urgence. C'est une urgence parce qu'on sait que si on traîne, eh bien, on va s'enquister dans cette affaire-là. C'est plus grave donc si on traîne, si le patient est plus vieux, s'il a toujours été inhibé, introverti, qu'il n'a jamais eu de copain, si le niveau socio-économique ne permet pas aux parents de payer des cours particuliers à l'extérieur, etc. Et puis bien sûr, on peut avoir un refus scolaire anxieux et une pathologie psy, être déprimé ou être psychotique ou pré-psychotique, etc. Donc c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer cette mesure? Toujours une évaluation médicale. Ça ne sert à rien de dire c'est il faut d'abord que le médecin le voit. Mais à un moment donné, quand le médecin a dit c'est bon, il n'y a rien, on a fait l'échographie abdominale, souvent on fait l'échographie abdominale. On fait souvent une IRM cérébrale, parce qu'on peut avoir aussi une tumeur cérébrale. Mais une fois qu'on a fait ça, on arrête. Et moi, je vois trop de parents, et j'en vois beaucoup, qui multiplient les examens complémentaires, qui changent de CHU, qui vont voir ailleurs, etc. On fait une évaluation familiale, comment se passe la situation familiale, comment ça se passe à l'école, et on fait une évaluation psychologique. On a besoin de ces 4 évaluations, il faut un chef d'orchestre,
après c'est souvent le médecin, pour pouvoir faire tout ça. Donc il y a un lien à mettre en place entre les différents partenaires, c'est-à-dire l'enfant, les soignants, les rééducateurs, la famille et l'école. Si on n'a pas ce lien-là, si chacun se rejette la responsabilité, c'est les parents qui sont incapables de l'emmener à l'école, ou c'est l'école qui est incapable de l'accepter, ça ne marche pas. C'est une affaire d'équipe. Premier objectif, on essaie de le faire retourner à l'école. On essaye. On explique ce que c'est que le refus scolaire anxieux, on met en place l'alliance thérapeutique. Je suis scotché depuis quelques années du nombre d'écoles qui acceptent un statut à la carte. C'est-à-dire que l'enfant peut revenir 4 ans partiel. Ça, c'est vraiment une bonne idée. S'il y a un prof, surtout les précoces, avec lequel il est vraiment en difficulté, il y a de l'antipathie, on obtient l'école qui ne va pas et il fait des cours de maths à l'extérieur. Et ça marche. On négocie, mais on limite. Hein, j'ai une top 5. Actuellement, les enfants précoces, c'est convaincre plutôt que contraindre. Convaincre, expliquer plutôt que contraindre. Contraindre, ça ne sert à rien. J'ai trouvé ce mot de Victor Hugo que j'aime bien. Rien n'est aussi stupide comme vaincre. La vraie gloire est de convaincre. Et ça s'adapte tout à fait aux enfants à haut potentiel. Je ne vais pas prendre trop de temps. L'objectif premier, retour à l'école, valoriser les efforts, pas sous-estimer à quel point c'est compliqué, utiliser les SAPAD, service d'aide pédagogique à domicile. Alors souvent, c'est pas forcément à domicile, mais il y a des profs qui peuvent venir à domicile, il y a des profs qui peuvent prendre le gamin, le sortir de la classe, si c'est le groupe classe qui n'est pas supporté, et le faire travailler au CIO ou dans une autre pièce. Et pas commencer par les cours par correspondance, mais de plus en plus, moi j'y viens. Les trucs maison, je vous les donne, parce que là aussi, ça a été appris par le temps et ça marche bien. Truc tout simple. T'as pas un copain, si, il a un meilleur copain. Je veux que ton copain devienne ton poisson pilote. C'est-à-dire qu'il vient te chercher à la maison. Et le poisson pilote qui n'a pas les mêmes problèmes sociaux va le faire aller vers les autres, va l'aider. Deuxième point, la dépose minute. Parce que les parents, surtout en primaire, allez, je l'emmène. Quand ça se passe, comment on l'emmène? Je lui fais un bisou, et après, quand je vois par la petite fenêtre qui me fait rouge, je reviens, je lui refais un bisou, puis je dis comment je suis heureusement que j'étais, parce que s'il est avec ton père qui n'est pas rentré, qui est encore fiable, allez, au revoir. C'est comme quand vous le couchez le soir et que vous lui dites mon chéri, heureusement que je t'ai, c'est mort. Il va rappeler dans les 2 secondes pour savoir comment va maman, va pas, etc. Donc, c'est kiss and fly, c'est-à-dire que je te pose devant la classe et je le jette. Et je ne reviens pas et je pars à toute vitesse, à condition qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille. Une reprise progressive. Ça fait 2 mois qu'il ne va pas à l'école, on ne rentre pas dans l'océan gelé, comme ça d'un coup, on fait trempette. J'aime bien cette notion-là. Il va y aller le vendredi après-midi. Ça, c'est tolérable. Vous avez qu'une demi-journée, il se mouille la nuque un peu comme ça, il fait trempette, et comme ça, lundi matin, ses copains l'ont déjà vu le vendredi, et c'est plus facile pour lui de continuer et d'aller à l'école comme ça. Et puis, un accueil personnalisé. C'est bien s'il y a... Quelle est son propre ressource? Est-ce qu'il y a une infirmière scolaire qui l'aime bien? Ah ben oui, il y a une infirmière, elle est géniale. Est-ce qu'elle peut l'attendre à l'entrée? Donc le gars, il est arrivé, boum, il y a un poisson pilote qui l'a récupéré, qui l'amène, et il y a l'infirmière scolaire qui lui dit, allez viens, on va passer un moment ensemble, viens, je vais boire un jus d'orange, etc. On a déjà simplifié la tâche, terriblement. Et puis, de sortir de la baïne. J'ai bien cet exemple de la baïne. À un moment donné, j'aurais pas le temps de vous montrer le film, mais c'est dans la discussion tout à l'heure que je vous montrerai, mais c'est une gamine hospitalisée dans mon service qui m'a dit ça. Du coup, j'ai l'impression de me noyer. Et tous les efforts que je faisais, je ne pouvais pas m'en sortir. Et vous savez, dans les baïnes, si vous êtes pris dans un truc, les autres autour de vous, ils ne le voient même pas. Il n'y a que les mecs qui sont en train de regarder sur la plage, heureusement, ils vous surveillent. Vous êtes pris dans un espèce de reflux qui fait que plus vous luttez, plus vous épuisez, plus vous crevez. Et vous n'en arrivez plus. Et la seule façon de sortir de la baïne, c'est quoi? C'est de se laisser. C'est lui expliquer ça. Tu es comme dans une baïne, au lieu de résister, accepte, laisse-toi porter, tolère qu'il te regarde bizarrement, accepte que le prof te parle pas bien, puis à un moment donné, tu vas sortir de la baïne et tu pourras quitter et revenir sur le bord tranquillement. Et ça, c'est vraiment cet exemple-là, cette métaphore, elle est extrêmement importante pour leur expliquer comment on sort de cette impasse-là. Lâche prise, lâche prise. Or, ils ont du mal à lâcher prise. Alors, la prise en charge, après, elle doit être psychologique. Thérapie comportementale, ça marche bien, parce que c'est quand même un trouble anxieux, donc un thérapeute comportementaliste qui, en 5 séances, va lui donner des stratégies cognitives pour affronter le danger, l'encourager, parfois un traitement médicamenteux, je vais vous donner les traitements qu'on peut donner. Moi, je donne des traitements quand ça va pas, la veille au soir, du Laroxyl, du Prozac, 5 mg le matin, mais jamais en première intention, mais dans un deuxième temps, on peut donner ça. Et les anxiolytiques la veille au soir, de la Tarax, Ultération, du Buspa. Mais ça, c'est toujours ce qui vient en deuxième intention, mais ça les aide. Il y en a quand même beaucoup qui me disent, sans votre médicament, je ne peux pas reprendre, même si c'est un effet un peu placebo.
Ça ne marche pas, on les hospitalise, les consultations n'ont pas marché, la situation familiale s'enquiste, c'est compliqué, ils viennent une semaine à l'hôpital, on leur apprend à gérer la séparation et on travaille à l'hôpital. Avant on les gardait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est fini ça. Maintenant on les garde une semaine pour faire le point et après on peut faire du séquentiel. C'est-à-dire, tu retournes à l'hôpital, tu retournes à l'école, mais tu reviens à l'hôpital le mercredi juste la journée et puis après on espace tout ça. Il faut que ça soit des équipes qui aient l'habitude, qui soient rodées et qui connaissent ce type d'enfants et on peut faire de l'hôpital un retour progressif. Voilà ce que m'a écrit une fille phobique sociale. Scolaire, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tenez doc, elle m'a donné ce dessin, je trouve ça magnifique, elle me dit, allez voir la fly, je suis prête à reprendre l'école. Les pièges à éviter, c'est d'essayer de tout régler avant de retourner à l'école. On commence par rentrer à l'école et puis ensuite, eh bien, on règle le problème. L'autre piège, c'est de ne pas impliquer l'école, d'essayer de travailler seul dans son coin, les parents ou les médecins, et puis de ne pas se sentir coupable de tout ça. Conclusion, une organisation psychologique compliquée, invalidante, qui résistent. Bon, là aussi, il y a des associations, et c'est tellement important de pouvoir s'appuyer sur une association, c'est que c'est invalidant. Et l'important, c'est d'intervenir le plus vite possible, parce que plus on intervient tôt, mieux c'est. J'ai un dernier adage à vous proposer, c'est que c'est quand même plus facile de créer un enfant solide que de réparer un adulte brisé. Et que quand ils sont petits, on peut intervenir, on a des résultats, après c'est pas simple. Dernière chose, donc, le risque il est majeur chez les enfants au potentiel. L'enfant au potentiel qui, voyant les dangers avant tout le monde, hein, c'est ce que j'appelle les enfants sentinelles, qui se rendent compte de l'état de l'éducation nationale, de la santé, de l'avenir, de la planète, et qui sont en train de nous alerter là, en disant attention, il y a quelque chose qui va pas bien. Je laisse là le mot de la fin à Michel Serres, qui dit attention, c'est nouveau ça, hein, c'est nouveau le refus scolaire anxieux. Sans qu'on s'en aperçoive, il y a un être humain qui est nouveau qui est arrivé. Dans un temps qui est très court, hein, c'est les années 80, ils ne communiquent plus de la même façon, ils ne perçoivent pas le monde de la même façon, ils n'habitent pas le même espace. Michel Serres, dans son petit bouquin Petite Poussette, donne l'explication définitive de tout ça. Il dit qu'il y a eu 3 changements dans la transmission de l'information, c'est-à-dire l'éducation, la pédagogie et l'école. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 3 changements. L'écriture, très longtemps, l'imprimerie, longtemps, 95, Internet. Depuis 95, l'information elle est plus descendante. 18% de ce qu'apprennent les enfants actuellement vient d'en haut. Et tout le reste vient de Wikipédia, vient des Windows, Zoom, des fenêtres. Or, l'école ne s'est pas adaptée à ça. Il va plus loin, Michel Serres, c'est vraiment la conclusion, il faut repenser l'école, franchement. Il faut repenser l'école parce qu'il dit leur manière d'être, les enfants du siècle, et en particulier au potentiel, qui est à la fois connectée, horizontale, créative, et en train d'innerver toute la société. C'est-à-dire que ce que sont en train de nous dire les phobiques scolaires, en bonne sentinelle, c'est-à-dire, il y a un problème qui ne va pas. Il dit encore, ils sont en train de changer la manière de travailler, de voyager, d'apprendre, de consommer. Est-ce que ça les rend meilleurs? Je l'ignore, mais ils sont différents. Et comprendre est crucial. Notre monde est en train de glisser vers le. Merci de votre attention.